Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. Corb, comment ça va? Ça va bien, toi, JF? Ça va super bien, ça va super bien. Invité super intéressant aujourd'hui, Anthony Marcotte, j'ai bien hâte d'y parler. Anthony Marcotte qui est à la couverture du Rocket de Laval. Exactement. Ça va être vraiment intéressant. Mais avant d'aller le rejoindre, Corb, je te laisse commencer avec notre partenaire d'aujourd'hui. Premier que je veux vous parler, horticulture JBD, Junior des Ormeaux, jeune homme très gentil, très bon dans ce qu'il fait. Junior, c'est horticulture, ça le dit, là, mais gazon, headset, tourbe, tout ce qui est relié là, à votre paysagement. Il y a son site internet, horticulture JBD, sa page Facebook ou son numéro de téléphone 514-402-7816. Yes. Moi, je vais avec Construction Solimax de notre chum Joe Grenier. Il n'y a pas de Facebook ni de site Internet. Vous pouvez le rejoindre au 514-290-2326. Contracteur spécialisé dans le résidentiel sur la rive nord principalement. Je veux aussi parler de Norton Baller rapidement. On a un code promo agent 15, agent avec un S 15 pour du gear, casquette, tout ça. Corb, je te laisse parler du linge. Là. Toi, En fait, moi, je le porte aujourd'hui puis j'ai mis ma casquette des Yankees parce que ça s'agence très bien avec ça puis parce que Michael, il aime vraiment les Yankees. Donc, je voulais faire passer une petite note à Mick. Ah, ouais, parfait. Mick, il aime bien les Red Sox. Corb, on va rejoindre Anthony Marcotte. J'ai bien hâte. Là. C'est un gars qui a de la jasette, fait que je pense qu'on va bien du fun. On s'en va le rejoindre. Anthony Marcotte, comment ça va? Très bien, messieurs. Merci de votre invitation. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Comme je t'ai dit off-cam, moi, cette voix-là, pour vrai, c'est ça. C'est une voix de radio, une voix que j'aime entendre. Pour vrai, c'est ça. C'est juste ça, je suis content. Ben, écoute, merci d'abord. Ça, par contre, c'est pas mal inné. Tu as bien beau travailler tant que tu voudras. La voix, c'est bien dur à travailler. Malgré mon jeune âge, par contre, j'ai eu la chance de travailler très tôt dans ma vie. Puis je pense que, tu sais, une voix, ça se travaille, veut pas, ça se magane un petit peu aussi. Puis je pense que ça, c'est un avantage que ça m'a procuré de commencer de bonne heure, je pense. Oui, probablement. Tu dis que tu es jeune, t'as quel âge, Anthony? J'ai eu 30 ans en novembre passé. Oh, un jeune loup, effectivement. On a appris aussi la nouvelle, tu vas être papa, félicitations. Merci David, c'est bien gentil. Oui, effectivement, j'ai annoncé ça, mon épouse et moi, la semaine passée. Ça fait quelques semaines qu'on le sait. On attendait que tout soit correct. C'est notre premier, donc on veut s'assurer que tout soit beau. Mais oui, on est bien contents. Ça fait déjà plusieurs années là, qu'on a ça dans le collimateur. Donc là, ça arrive, puis on est bien heureux de ça. Good, bien content pour vous autres. Anthony, j'ai envie, avant d'aller dans... Tu sais, les gens te connaissent principalement, je pense, pour descripteur du Rocket de Montréal. J'ai envie de voir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Tu dis que tu as 30 ans. C'est quoi ton parcours? C'est un parcours typique de gars qui est allé en com puis qui est devenu animateur de radio? Ou qu'est-ce que ça a l'air ton parcours? Là? Oui et non. Je te dirais que j'ai tombé dans la potion magique de bonheur. J'avais un papa maniaque de sport qui m'a initié à ça très jeune. Moi, des dessins animés, je sais même pas c'est quoi. J'ai jamais regardé ça. Moi, ça a tout le temps été le sport à la télé. Puis j'ai toujours eu une capacité d'emmagasiner l'information très tôt dans ma vie. Il y a une chose que j'ai su rapidement en étant sportif, c'est que j'avais aucun talent pour en devenir un. Donc, pour me coller au sport, je devais trouver le moyen de le faire. Puis pour me coller au sport, l'avenue que j'ai trouvée, c'est de devenir un journaliste sportif. Puis j'ai tout le temps eu ça vraiment comme vision dans ma vie. J'ai jamais dérogé, j'ai jamais considéré un quelconque autre métier que de devenir un journaliste sportif. Pour moi, ça a été clair d'aussi loin que je puisse me souvenir. Plus jeune, je veux dire, il y avait aucune autre option que de regarder le hockey à la télé, de regarder le baseball, de regarder la lutte, de regarder les courses, de regarder le football. Je veux dire, la liste est très longue. Ça m'a toujours fasciné. Donc, ça a cheminé comme ça. Moi, dans ma tête, j'ai toujours eu un bon français, une bonne plume. Donc, c'est vraiment vers les journaux que je m'orientais parce que moi, c'était le Journal de Montréal à tous les jours. Je lisais l'excellent Journal de Montréal de l'époque. Ça a peut-être changé là, depuis. Mais à l'époque, là, c'était
la qualité de ce journal-là, on ne retrouvera plus jamais ça. Ils avaient des moyens. Je ne veux rien enlever au travail qui est là présentement. Ce n'est pas un désaveu contre tous mes chums du Journal de Montréal, du Journal de Québec, mais ils seraient les premiers à l'admettre que le Journal de Montréal et de Québec des années 90 et début des années 2000, c'était très différent de ce qu'on a maintenant. C'était le média le plus populaire, ou à peu près. Donc, c'est ça. C'est pas un désaveu. Ce qui est budget t'aurait dirigé vers là. C'est ça, exactement. Donc, moi, je lisais ça avec beaucoup d'intérêt. Les Leclerc, Martin, Mario, Serge Touchette, Pierre Durocher, je les ai tous lus. Donc, c'était vraiment mon journal. Donc, c'était vraiment ça que je souhaitais faire, de couvrir le Canadien un jour dans le journal. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi à Victoriaville et mon père était détenteur de billets de saison. Il est toujours actionnaire de l'équipe aujourd'hui. Okay. Et puis, moi, j'étais simplement partisan à ce moment-là. Il n'était pas dans l'organisation. Et puis, moi, je me souviens très bien, j'amorce mon secondaire 5 et puis les Tigres annoncent dans le journal la nouvelle de Victo en disant que là, ils se cherchaient un descripteur de hockey. Pour faire tous les matchs sur le web. C'était la première fois à ce moment-là que les Tigres devaient se trouver un descripteur parce que là, c'était devenu mandatoire de la Ligue junior majeure du Québec que toutes les équipes devaient avoir leur voix pour présenter les matchs sur le web. C'était une révolution, c'était tout nouveau. Ils ont eu les Tigres à travers le temps, des matchs présentés à la radio, entre autres lorsqu'ils avaient remporté la Coupe du Président en 2002, mais c'était anecdotique. Il n'y a jamais eu vraiment un descripteur proprement dit identifié aux Tigres. Donc, ils ont ouvert un processus d'audition. Et je me souviens, c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que ça fait à peu près un mois et demi, à peu près, j'ai fouillé dans mes archives personnelles, puis j'ai mis la main sur ma fameuse audition, un match hors concours des Tigres contre les Olympiques de Gatineau. Donc, j'ai mon premier but à la description. C'est cool, pareil. On parle de quelle année, ça? Ça, là, c'est la saison 2006-2007. Donc, tu étais assez jeune à l'époque. Exact. Et moi, là, quand ça a commencé, j'ai 16 ans. Mon premier match, quand j'ai décrit les Tigres, j'avais 16 ans. Et puis, je me souviens comme si c'était hier, évidemment. C'est la moitié de ma vie. C'est incroyable, pareil. Et puis, quand ça a commencé, moi, je tripais à faire ça. C'était un revenu d'appoint. Je n'étais pas payé très cher. Mais on s'entend que la paye, pour moi, c'était même pas important. Je vivais mon rêve. Mais quand ça a commencé, le processus d'audition, moi, je me voyais comme analyste. J'avais mon ami Maxime, qui lui est une grande gueule naturelle. C'est sûr que c'est Max qui va être descripteur. C'est lui qui jase. Je suis un jaseux, moi aussi, mais jamais autant au même niveau que mon chum Max. Alors, on a amorcé le processus d'audition et c'est Max le descripteur, c'est moi l'analyste. On s'était pratiqué devant la télévision, ça s'était bien passé. On commence, ça se passe très bien. Je suis confortable dans le rôle d'analyste. Puis à un moment donné... Vous aviez là en duo? OK, vous arriviez en duo. OK. C'était vous qui choisissiez avec qui vous vous présentiez. Oui, exactement. Il y avait ouvert le processus. Si vous voulez vous présenter seul, vous le faites seul. Sinon, si vous êtes avec quelqu'un, on va engager un duo. On s'était présenté là comme ça. Et puis, je me souviens, Mario Hudon, qui travaille toujours dans le milieu des médias à Québec, il était finalement celui qui coordonnait les auditions. Il avait de l'expérience, il en avait fait en masse, il en faisait toujours comme descripteur dans le hockey senior et tout ça. Puis, il avait dit, les gars, vous devriez inverser. Je serais curieux d'entendre Antonio à la description. J'ai switché. Okay. Immédiatement, j'ai été confortable et on s'est bien rendu compte que ça avait complètement changé l'audition. C'était évident que j'étais bien plus à l'aise comme descripteur et Max, l'inverse, comme analyste, était plus à l'aise aussi. Donc, on a switché et ils nous ont engagés. Finalement, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on te veut à temps plein. Puis on va en engager, tu vas avoir 2 analystes, Maxime puis Yannick Rochette, qui travaille encore dans les médias de Drummondville, qui a été descripteur des Voltigeurs par la suite. Donc, on a travaillé à 3 cette année-là, mais moi, je suis tombé dans la potion, j'ai trippé on the spot tout de suite. Et puis, je venais d'avoir ma voiture, donc les matchs qui n'étaient pas tellement loin, j'acceptais d'y aller par mes propres moyens sans être payé. Donc, les matchs à Drummond, Shawinigan, Québec, j'y allais par mes propres moyens, avec mon chum Max bien souvent, puis on tripait, puis on allait faire des matchs. Un vrai passionné. Oui, exact. Fait que ça a commencé comme ça, Victoriaville, mais ce qui a changé un petit peu le parcours, c'est que moi, entre-temps, secondaire 5, j'avais postulé dans le programme d'art et technologie des médias à Jonquière pour étudier mon métier. J'ai été accepté.
Mais j'ai quand même hésité longuement avant d'y aller à Jonquière parce que je faisais déjà quelque chose que j'aimais. Puis je me disais, je peux continuer de faire ça 2 autres années, rester à Victo au cégep, puis après ça, aller à l'université. Mais finalement, mon père m'a fortement incité à aller à Jonquière. C'est une décision que j'ai jamais regrettée parce que la première année, j'ai pu garder à temps partiel des matchs des Tigres. Ça a été à ce moment-là une transition vers une radio qui s'appelle Kick 95.7 à Victo, qui ont obtenu les droits médiatiques pour présenter les matchs. Donc, je me suis retrouvé là, à temps partiel avec Pascal Lévesque, le nouveau descripteur. Il est encore là aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et on s'était partagé la tâche cette année-là. Moi, j'étudiais en même temps. Et puis, là, de fil en aiguille, je me suis rapproché des Saguenay de Chicoutimi. La deuxième année, il y a une opportunité qui s'est présentée pour couvrir les matchs dans le Journal de Québec. Alors, finalement, je me rapprochais un peu de mon rêve d'écrire dans le journal, puis ça s'est fait lors de ma deuxième année collégiale à Jonquière. Donc, j'ai couvert ça dans le journal, puis comme là, j'avais fait un lien avec l'organisation. Le poste de descripteur s'est ouvert pour ma troisième année là-bas au Saguenay. J'ai postulé, je l'ai obtenu à l'âge de 19 ans. Wow. Donc, je suis devenu descripteur des Sags à ce moment-là. Et ça a été une belle aventure parce que ça m'a forcé, entre guillemets, à rester une année de plus au Saguenay. Et puis, j'ai été descripteur des Sags pendant 2 ans. Puis la deuxième année a été mémorable. L'équipe super bonne avait surpris cette année-là les Cataractes de Shawinigan, la fameuse année là, de la Coupe Memorial de Shawi. Les Sags les avaient surpris au deuxième tour des séries. Dans cette équipe-là, il y avait entre autres Jean-Gabriel Pajot, Jérémy Grégoire, Charles Ludon, Christopher Gibson qu'on a vu tout récemment dans la Ligue nationale la semaine passée. Donc, c'est tous des gars que je connais avec qui là, on a voyagé là, des milliers de kilomètres en autobus cette année-là. Donc, ça a été toute une aventure jusqu'en demi-finale. Puis, j'ai encore aujourd'hui, là, je parle de cette année-là. Là, ça a été l'année probablement la plus spéciale comme descripteur que j'ai fait parce que là, je vis la réalité professionnelle. J'ai vécu celle qui est junior majeur où là, c'est vraiment là, tissé serré. Le descripteur fait partie de l'équipe. Tu es dans tous les repas d'équipe. Tu fais vraiment partie des boys. C'est ça la différence. Tandis que professionnel, c'est par sous-groupe. Chacun va de son bord. Puis le descripteur, il est laissé à lui-même. C'est correct. Les gars, c'est leurs affaires, c'est leur vie, c'est leur job. Mais junior majeur, c'est une famille beaucoup plus. Puis cette année-là, je peux vous dire une chose. Les Sags, c'était quelque chose. Donc, on a fait ça, mais là, le désir de me rapprocher de Victo était très fort. Et puis, c'est là où mon chum Max, et des fois, la vie, c'est bien fait, puis tu as besoin de gens qui vont te faciliter la tâche, puis te permettre d'avoir le chemin tout tracé pour toi. Mon chum Max, lui, il a pas fait une carrière dans les médias, il l'a fait en marketing. Il est devenu le directeur marketing du Phoenix de Sherbrooke pour le début de la concession. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lui, il m'a donné le bon contact. J'ai postulé à Énergie à Sherbrooke et ils m'ont engagé comme descripteur. Donc, je suis devenu le tout premier descripteur de la nouvelle franchise à Sherbrooke. Donc, j'ai déménagé mes pénates avec ma blonde. On s'est retrouvés à Sherbrooke. J'ai été 2 ans avec le Phoenix. Les 2 premières années de l'équipe. Donc, 2 années bien, bien difficiles. La première année avec Daniel Audette, entre autres, avait réussi à se tailler une place en série. Mais la deuxième année, ça a été beaucoup plus difficile. J'étais là à temps plein avec l'équipe. Puis le club n'a pas gagné là, un match sur la route après le 7 novembre dans l'année. Je peux-tu vous dire que c'est long en joie le vert d'écrire ça quand tu gagnes jamais. Donc, ça doit se ressentir dans l'ambiance aussi quand tu es avec l'équipe. Ouais, c'était pas facile cette année-là, vraiment. Puis il y a eu toutes sortes d'affaires cette année-là qui sont arrivées. Le dossier de la syndicalisation des joueurs, ça avait commencé à Sherbrooke. J'étais au milieu de ça. Ça avait donné quelque chose de vraiment pas le fun. Puis finalement, là, je disais, à un moment donné, c'est bien beau, mais je dois gagner ma vie. Puis descripteur d'hockey junior, c'est un revenu d'appoint. C'est pas un métier à temps plein, malheureusement. Ceux qui le font, que vous entendez dans les clubs juniors, à moins de rares exceptions, des gars souvent qui travaillent au marketing du club et qui font ça justement comme revenu d'appoint, mais il n'y a pas personne qui gagne sa vie avec ça. Et moi, c'est ce que je voulais faire à tout prix. Mais à un moment donné, à tout prix, ça a ses conséquences. Moi, quand j'ai signé mon contrat à Sherbrooke, 13 500 $ pour l'année. C'est le contrat. 13 500. Tu peux pas juste faire ça. Non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, la deuxième année, là, c'est pas pire. Il m'avait trouvé des heures comme journaliste à la station. Puis c'était correct la première année. J'avais remplacé un congé de maternité. Mais la deuxième année, c'est strictement le même salaire puis la description des matchs. À un moment donné, il faut gagner sa vie. Oui. Donc là, il fallait trouver une solution.
J'avais déjà à ce moment-là plus de 300 matchs de hockey décrits. Donc, je me disais, ben là, c'est peut-être le temps de postuler vers RDS et TVA Sport. TVA Sport venait d'obtenir les droits de diffusion de la Ligue nationale. Donc, je me disais, moi, très rêveur, je me dis, ben là, c'est peut-être l'opportunité rêvée. Ils vont s'en chercher, c'est sûr. Il va y avoir des matchs à tous les soirs et tout ça. Donc, je me dis, c'est peut-être l'opportunité. Donc, j'ai postulé, on a fait un beau CV, ça n'a pas été trop long, on m'a reçu en entrevue. Et puis, ils m'ont engagé, pas comme descripteur, je me doutais bien, mais quand tu mets un pied dans la porte, des fois, le chemin se trace tout seul. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé à TVA Sport comme rédacteur. Eu beaucoup de plaisir là-bas. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai quitté Sherbrooke, ça s'est su. Et à travers le temps, les quelques années auparavant, j'ai développé un bon rapport avec Joël Bouchard. Et puis, on s'entendait super bien. Il connaissait mon père. Puis, quand il se le déplaçait à Sherbrooke ou encore à Chicoutimi quelques années avant, s'attendait à ce que le descripteur de l'équipe s'en vienne le voir parce que c'était stédé. Moi, il fallait que ça me prenait ma discussion 10-12 minutes avec Joël. OK. J'en apprenais à chaque fois que je lui parlais, qui s'attendait à chaque fois que j'aille le voir. Donc, on a développé une bonne relation à partir de ce moment-là. Et à un moment donné, on est au mois d'août et Joël apprend que je ne suis plus à Sherbrooke. Je suis rendu à TVA Sport. Là, il se dit, parfait, je m'en vais le chercher. Ça me le prend comme descripteur. Donc, c'est l'initiative de Joël. Il est venu me chercher comme descripteur, m'a engagé comme descripteur où j'ai passé 4 superbes années avec l'Armada. Les 3 premières strictement sur le web, comme ça avait commencé pour moi avec les Tigres. Puis moi, c'était parfait parce que c'est la même famille, c'est Québécois, c'est l'Armada, c'est la même poche qui me paie. Donc, on me libérait à TVA Sport, j'allais faire les matchs sur le web. Donc, c'est une union qui était bien gagnante pour tout le monde. Et lors de la 4e année, ben là, c'est là que le 91-9 a mis la main sur les droits justement de l'Armada pour la diffusion des parties. Donc, c'est là que Raphaël Doucet a été amené comme analyste. Moi, j'ai gardé mon rôle de descripteur, mais l'Armada, c'était très important. Il voulait absolument me garder, il appréciait mon travail. Et puis Joël, la même chose. Donc, quand ils ont signé le contrat, ils disaient, on aimerait ça que ce soit Anthony Marcotte, notre voix. Donc, c'est par la bande que je suis rentré au 91-9 Sport. Je n'ai jamais postulé pour rentrer là. Okay. C'est vraiment l'Armada qui a poussé pour moi. Donc, je suis arrivé là, puis j'ai fait la dernière année avec l'équipe. Ça a été, quelle saison ça a été pour l'Armada cette année-là, jusqu'en finale de la Coupe du Président. Puis vraiment, là, une très, très bonne équipe. Il y a certainement une couleur dans ta voix. Là. Il y a un des rares qui peut parler 2 mots, puis on le reconnaît tout de suite. Puis je comprends un peu que Joël a eu un crush un peu là-dessus, puis qu'il a voulu t'amener avec lui. Tu parlais de Joël est un gars très intelligent. N'oubliez jamais ça, les gars. Joël est bien plus qu'un coach de hockey. C'est une tête exceptionnelle. Ouais. C'est un gars pour qui j'ai énormément de respect. C'est un brain, Joël Bouchard. Il a de l'air, des fois, là, il a de l'air de rien. C'est un businessman avant tout. C'est facile à voir que ça tourne assez rapidement là-dedans. Oui. Là. Lui, l'hamster, il n'arrête jamais. Puis, exactement. Il portait tous les chapeaux là, avec l'Armada, là, vraiment. Là. Puis il en porte encore, soyez pas inquiets. Il a son œil constamment sur son club junior, ça n'a pas changé. C'est juste qu'il en parle tout simplement un petit peu moins aujourd'hui. Ouais. Hey, Anthony, vas-y, Jeff. Ouais, ben, j'ai envie de revenir juste un peu parce que tantôt, tu as mentionné Jonquière, le cégep, le programme en communication. Puis moi, à l'époque, TQ, j'ai postulé là-bas, puis j'ai décidé de ne pas y aller. Parle-nous un peu de ce programme-là, parce que je trouve qu'il est méconnu un peu. Pour les gens, essaie de nous le vendre un peu ou d'en parler un peu plus là, pour les gens qui pourraient s'intéresser à aller en communication, justement. La question est bonne. On me pose rarement cette question-là. Moi, je vais te répondre sur deux volets. La formation, pour moi, j'ai beaucoup plus appris comme personne en m'expatriant au Saguenay à 17 ans, quand tu ne connais pas grand-chose de la vie puis que tu as été dorloté par tes parents toute ta vie, tu te ramasses à Jonquière tout seul, quand tu ne connais pas un chat, puis que tu patauges dans le vide, tu apprends à devenir un homme assez vite. Fait que ça a été très bon pour mon cheminement personnel de quitter Victo à 4 heures de chez nous, puis d'aller là-bas. J'ai laissé ma blonde en arrière. On est encore ensemble aujourd'hui. Ça n'a rien changé, mais ça a été un défi personnel puis un défi de couple important. Puis pour moi, ça a été beaucoup plus formateur que le programme en tant que tel. Le programme est correct. Il se donne nulle part ailleurs au Québec.
au collégial. Il y a toutes sortes de formations médiatiques, universitaires, entre autres. Il y a Ottawa, qui est la cité collégiale, qui est un petit peu différent, mais qui n'est pas forcément au Québec. Il y a le CRTQ également, qui est une formation privée. Il y a ProMédia qui se donne à Montréal. Mais le programme collégial par excellence au Québec, c'est Arts et technologies des médias. Il y a de très bonnes choses en ATM. Premièrement, un équipement hors pair. Ça, honnêtement, les étudiants ne manquent de rien là-bas. Mais c'est un programme qui a forcément des lacunes. La première, c'est une formation cégep. Ce qui arrive, c'est que tu arrives là-bas, pour la plupart, tu commences ton cégep en même temps que tout le monde. La première année, tu ne fais que des cours de base ou à peu près dans un cégep. Donc, des cours que j'aurais pu faire chez nous, à Victo, tout en continuant d'être à côté de mes tigres puis de continuer de décrire les matchs. Ouais. Mais là, je devais faire des cours de philo à 4 heures de chez nous. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas idéal pour peu importe les étudiants. Des jeunes de Montréal qui s'en vont étudier à Jonquière se demandent qu'est-ce que je fais ici. J'ai l'impression de perdre mon temps, mais ça, c'est la principale faiblesse parce que tu en as plein à chaque année qui abandonnent le programme, qui retournent à la maison, je perds mon temps. Mais alors que le programme, il est sur 3 ans et l'année où tu apprends le plus, c'est la 3e année quand tu as clairé tous tes autres cours. Mais ça, c'est la faiblesse, mais ils n'ont pas le choix d'un sens. Ils font un tri de cette façon-là, probablement. Exactement. Puis l'autre faiblesse pour moi, c'est la qualité des enseignants. Et c'est pas un désaveu contre eux, c'est juste que c'est pas toujours up-to-date. Dans un milieu qui évolue à tous les jours, la formation, des fois, ça fait quand même un petit bout de temps. Il faut faire attention avec ce que je dis. Là, ça fait 10 ans et plus que presque 10 ans là, que j'ai quitté le programme, mais pour moi, à l'époque, on dirait que c'était figé un petit peu dans le temps. Il y avait des choses que tu disais, voyons donc, ça se peut pas. Là. On nous apprenait des choses que j'ai jamais mises en pratique. Alors ça c'est un détriment un petit peu, mais le recrutement d'enseignants est très difficile parce que les médias, c'est Montréal et un peu Québec. Mais à 75%, c'est Montréal. Puis des médias régionaux, parfait. S'expatrier pour aller à la Jonquière, c'est pas tout le monde qui veut le faire, exactement. Quel enseignant qui travaille dans les médias depuis 20 ans va aller enseigner à Jonquière? C'est impossible. Tu n'en trouveras pas. Alors ça, c'est une grosse faiblesse, c'est une grosse lacune. Mais par contre, la grande qualité de Jonquière, c'est l'accessibilité aux médias locaux qui font une place exceptionnelle à ses étudiants. Moi, j'ai eu des opportunités grâce à certains profs de faire de la radio, de faire de la presse écrite, de toucher même un peu à la télévision. Tout ça grâce au programme qui est vraiment bien implanté dans la région. C'est un programme qui est très respecté. Puis, les gens du Saguenay sont tellement accueillants que donner une chance à un kid qui vient de l'extérieur dans le milieu, pour eux autres, c'est important. Et puis ça, j'en ai beaucoup bénéficié. Donc, pour moi, ça, c'est le critère numéro 1, sortir de chez nous, visiter une nouvelle région, l'adopter, puis profiter des opportunités qui m'ont été offertes. Ça a été très, très bien. Mais ça vient évidemment, comme peu importe la sphère de la vie, il y a des désavantages, évidemment. Il y a deux côtés à la médaille. C'est ça. Il y a tellement d'endroits où tu as parlé, puis j'ai pris des notes. Puis, écoute, je vais te ramener un petit peu en arrière. Tu dis que tu n'étais aucunement sportif. Aucunement sportif, ça, c'est plus ou moins vrai. J'ai toujours aimé faire des sports. J'ai choisi mon école secondaire parce qu'on me donnait la chance de faire du sport à tous les jours. Mais j'étais pas talentueux. C'est pas parce que j'étais pas sportif, j'étais pas talentueux. Quel sport tu as pratiqué, Anthony? Le sport où j'étais plus à l'aise, c'est vraiment le baseball, la balle. Vraiment, j'adorais ça. Puis si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir commencé à travailler trop vite. J'aurais dû profiter de mes étés de 15 et 16 ans pour jouer à la balle comme je le souhaitais. Parce qu'en il y avait le désir d'avoir un certain revenu puis d'avoir de l'argent dans mes poches. Mais avec le recul, je me dis, cet argent-là, j'en avais pas besoin. Ce que je souhaitais, moi, c'était de jouer à la balle. Puis honnêtement, j'avais beaucoup progressé dans ces années-là. Ça allait dans la bonne direction. Je me sentais de plus en plus confortable. J'avais commencé à lancer, j'étais à l'aise. Mais ça, j'ai arrêté ça. J'ai été forcé un peu d'arrêter parce que là, j'avais des heures au travail. Je travaillais dans un Canadian Tire, puis je perdais toutes mes chances de jouer. Puis là, évidemment, moi, j'étais un réserviste, pas plus que ça. Il ne pouvait pas se fier sur moi pour me donner un poste de régulier. Donc, ça m'a toujours... Ça me chatouille encore aujourd'hui d'avoir arrêté de jouer à la balle parce que j'aimais vraiment ça. Mais j'ai joué au hockey, je joue au golf aujourd'hui, mais je n'étais pas un sportif accompli. On me dépassait assez facilement, disons. Je peux comprendre. Je m'identifie beaucoup à ce que tu dis.
je vais y aller avec un autre que je me suis pris en note. Le Journal de Montréal, est-ce que c'est vraiment les nouveaux médias qui font que ça a dépéri un petit peu ou qu'il y a moins d'intérêt, qu'il y a moins de budget, ou tu penses que c'est vraiment comment je veux le dire, là, c'est l'étendue de tous les médias qu'il y a maintenant? Ben, moi, je pense que c'est un peu de tout. Ça a été pour moi, le Journal de Montréal a été frappé de très, très fort par un long conflit de travail. Ouais. Le journal n'est jamais revenu ce qu'il était après le fameux conflit de travail. Certains ont décidé tout simplement de quitter. On ne les a pas remplacés. Il y a beaucoup de journalistes qui sont partis à la retraite qu'on n'a pas remplacés tout simplement. Je veux dire, moi, le souvenir que j'ai au milieu des années 2000, c'est de prendre le journal puis d'avoir 20 pages à lire, puis d'en avoir pour 1h30 à faire une revue complète de l'actualité sportive dans le Journal de Montréal. Mais aujourd'hui, je veux dire, tu vas passer 15 minutes dans ton Journal de Montréal, dans la section des sports. Oui. Il n'y a plus l'étoffe qu'il y avait dans les articles. C'est une époque qui est révolue, qu'on retrouvera probablement plus parce que tu as une accessibilité aux nouvelles comme il n'y a jamais eu avec Twitter, etc. Beaucoup de gens deviennent des journalistes parce qu'ils ont l'opportunité de le faire. Avant, c'était impossible. Donc, c'est un peu de tout. Le but, c'est pas d'envoyer personne en dessous de l'autobus. C'est la réalité. C'est le temps qui a avancé. Et veut pas, ça l'a frappé de plein fouet la presse écrite. C'est un milieu qui, pour moi, est à risque. Beaucoup plus que certains autres médias. Mais la presse écrite, il va toujours y en avoir. Mais quel genre de conditions de travail ces gens-là vont avoir, plus ça va avancer dans le temps. La qualité de l'information, est-ce qu'on est prêt à investir de l'argent requis pour la qualité de l'information où ça prend une instantanéité puis on diffuse le plus rapidement possible? C'est la qualité, fouiller l'information, ça, malheureusement, le journalisme d'enquête. Puis même, j'ai inclus pas seulement le sport, dans le journal au complet, le journalisme d'enquête, c'est presque inexistant aujourd'hui parce que, évidemment, les nouvelles sont tellement diffusées facilement. Oui, exact. J'ai une petite question par rapport à ton métier de descripteur, mais est-ce que, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes, on s'entend au Québec, il y en a 2, là, des descripteurs pour la Ligue nationale. Pierre Houd, il ne rajeunit pas, j'imagine qu'il n'a pas encore pour 15 ans. C'est-tu quelque chose que t'en aurais la tête, tu te dis, moi, la journée que Pierre il décide de quitter, je suis en ligne puis je veux son poste? C'est une question qui m'est difficile à répondre parce que je peux pas, pour les raisons que tu as bien expliquées, il y en a 2 qui gagnent leur vie en décrivant le Canadien de Montréal. Il y en a un à la radio, il y en a un à la télévision, puis l'autre est à temps partiel en Félix Séguin. Le reste, il fait des matchs à temps plein, on s'entend, là, mais il fait des matchs de la Ligue nationale. Moi, je suis peut-être celui qui est 4e en arrière, qui fait ça presque temps plein avec le Rocket. Martin McGuire, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a décrit du junior, il a décrit de la Ligue américaine à Québec, puis après ça, il y a une opportunité à Montréal, puis il est devenu descripteur du CH. Mais, si ça ne m'arrive pas à moi, je ne peux pas en vouloir à la vie que ça n'arrive pas, parce qu'il y a tellement peu d'élus. Il faut que les as soient alignés pour toi. Si j'étais aux États-Unis, la situation serait très différente. Je connais plein de descripteurs, là, même là, depuis 4 ans, exemple, qui ont eu des chances dans la Ligue nationale. Des collègues là, qui travaillent pour les clubs-écoles des différents clubs. C'est comme un passage obligé. Tu commences en filiale, puis après ça, tu es rappelé dans la grosse ligue, puis tu es descripteur. C'est bien plus simple. Ici, il y en a une équipe qui te permet ça. Alors, à RDS, tu en as plein là, qui aimeraient prendre la place à Pierre Houd. Certainement. Pierre, je pense pas qu'il soit prêt à prendre sa retraite. Il adore son métier, puis il est encore très bon dans ce qu'il fait. Moi, je peux pas attendre chez nous puis dire, hey, là, j'attends retraite à Pierre. Voyons, tu peux pas. Là. Non, mais ma question, c'était un peu de dire, c'est-tu un rêve de... Oui, c'est un rêve. C'est sûr que j'aimerais ça. Tu peux pas. Moi, le rêve que j'ai toujours caressé, j'en parlais dans un autre podcast récemment, c'est les Nordiques. Parce que mon père est un fiefé nordique. On est originaire de Victo. Beaucoup plus de gens de Victo allaient voir les Nordiques que le Canadien à l'époque. On est plus du côté de Québec que de Montréal. Donc, les Nordiques, j'ai toujours eu ça en arrière de la tête. Je me disais, ça serait extraordinaire de commencer à zéro un club de la Ligue nationale à Québec. Pour moi, ça serait magique. J'ai toujours eu ça en tête. Malheureusement, le rêve, il s'est peut-être effrité pas mal des 3 ou 4 dernières années, mais à un moment donné, j'y ai cru vraiment. Je me disais, c'est sûr, moi, tout faire pour avoir cette job-là si jamais elle ouvre.
Tu sais, tout. Parce que là, tu ne piles pas sur les orteils de personne. Le poste est ouvert pour n'importe qui. Ben oui. Puis là, voici le CV, puis tu as 600-700 matchs de décrit, puis c'est un autre ball game. Ben oui, certainement. Je t'amène ça ailleurs, quelque chose de peut-être plus réaliste. Je sais que tu parlais de ta passion du baseball, mais les Expos reviennent à Montréal. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Ah, évidemment, ça, c'est bien sûr, c'est certain. Sûr. Même, je te dirais que si ça arrivait, je triperais encore plus à faire les Expos que faire le Canadien. Parce que la balle, je ne sais pas, ça vient quelque chose, ça vient me chercher. Je trouve que le rythme de jeu, tu racontes une histoire. Travailler l'été, c'est extraordinaire. Tu t'en vas à San Diego, tu t'installes 3 jours. Tu t'en vas à Los Angeles, tu es là pour 4. C'est magnifique. L'horaire, c'est incroyable. Oui, c'est intense. Oui, tu travailles 6 jours par semaine. Mais c'est du baseball. C'est du baseball. Moi, là, ce qui me frustre actuellement, le débat, il faut changer la game, il faut l'accélérer. Non, je suis d'accord avec toi. Je sais où tu t'en vas, puis je suis 100% d'accord avec toi. Le baseball, c'est ça. On ne peut pas dénaturer le baseball. Non. C'est à peu près le seul sport qui nous permet de relaxer. Je vois le vert. On peut-tu en profiter? Oui. Le baseball, c'est slow, c'est parfait de même. Il n'y a pas un sport qui me permet là, de relaxer regardant ça autant. Tu sais, le hockey, il faut tout analyser, ça joue tellement vite, c'est jamais assez vite. C'est encore plus vite, puis ça ralentit pas, puis ça avance encore plus vite. Tandis que le baseball, oui, il y a des moyens d'avancer la game un peu plus, mais c'est la beauté du sport. Je comprends, là, il faut trouver des jeunes amateurs de balles, mais c'est drôle, mais je trouve que tu amènes un club de balle ici, peut te dire de quoi ça va être plein, puis pendant longtemps. C'est ce que je pense. Puis, l'autre fois, j'ai vu quelque chose sur les médias là, qui disait faut attirer, mais tout est trop rapide. Maintenant, on prend, on rejette. Fait que laissez-la comme qu'elle est là, puis dans 10 ans, les gens vont apprécier que ce soit long une game. C'est juste que tout tourne sur un 10 cents. Puis là, présentement, il y a moins de fans, il faut trouver une façon. Puis on se rabat sur la longueur des games, mais les vrais fans de balle aiment ça, une game de 3h30, 4h, intense, avec des changements de pitcher, les gars qui prennent leur temps, tout ça. Oui, tu sais, pour répondre à la question, moi, décrire le baseball, c'est sûr que c'est un rêve là, que je chéris là, vraiment. Là, ça, j'adorerais ça. Puis, tu sais, quand je vois mon chum Raph Doucet obtenir l'analyse des matchs du CF Montréal, je sais que Raph, avant toute chose, c'est un maniaque de soccer. Ben oui. Lui, là, c'est incroyable. Ben moi, c'est un peu ça aussi. Tu sais, je me revois beaucoup dans ce qu'il vit actuellement. Si jamais le baseball revenait, ben c'est la même chose. Certains diraient « Ouais, mais Marcotte, c'est bien, il n'a jamais fait de game de baseball de sa vie. » Vous avez raison. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas la game, par contre. Je l'ai toujours analysé, je l'ai toujours aimé, puis je l'aime encore. Mais c'est pareil pour Raphaël. Il a joué, lui, un calibre très élevé. C'est sûr qu'il va être bon dans son rôle, il connaît la game. Le baseball, je sais comment ça marche un Diamond. Oui. Il n'y aurait pas pour moi, il n'y aurait aucune honte à devenir descripteur du club. Là, je pense que je parlerais ça assez vite. Parce que j'aurais la chance de m'exprimer puis de raconter des histoires. Oui, pas tellement inquiet pour toi. C'est ça qui me fascine du baseball. Combien de temps j'ai passé plus jeune à écouter Jacques Doucet et Roger Brulotte nous raconter les matchs? C'est bien plus que de la description, c'est raconter les matchs. Ça m'intéresserait, c'est bien sûr. Parle-nous un peu de ça, justement. La balle, on ne te connaît pas pour ça, mais... moi, je veux juste te relancer avant ça, Tony, parce qu'après ça, je veux qu'on parte sur la balle. Mais ton chum, Raph Doucet, on vous a associé beaucoup parce que vous avez été mis ensemble à la description, mais est-ce que ça date d'avant? Comment vous êtes connus? Non, c'est quoi la relation? Pas du tout. Ah non, ça, c'est bon. Parce que ça, c'est vrai que j'ai sauté par-dessus l'histoire. En fait, quand j'ai été embauché par le 91 de sport, c'est drôle parce que la vie, c'est... Tu sais, la vie, des fois, tu rencontres des gens, puis c'est bien fait. Des fois, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je filais encore pour la même routine, TVA Sport, faire les matchs sur le web. Puis à un moment donné, la veille de mon départ au Mexique avec ma femme, je reçois un appel. C'est Mario Marois, qui est le président des opérations de l'Armada, qui m'appelle. Il dit, Anthony, es-tu bien ici? Ben là, je suis en train de faire mes valises. Je m'en vais au Mexique demain. Ah ouais, tu t'en vas au Mexique? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est parce que là, dans 3 jours, on va annoncer que là, l'Armada va être diffusée au 91 de sport. OK.
Fait que là, je me dis, moi, le premier réflexe, bon, ça y est, il m'annonce que, regarde, c'est de l'association, c'est terminé, tu sais. M'attendais à ça. Moi, je te dis, bon, maintenant, c'est fini, tu sais. Mais sinon, tu sais, on aimerait ça que tu sois notre descripteur. Fait qu'au même montant, ça va être nous autres qui va continuer de te payer, mais par le truchement de l'Armada, on est prêt à t'offrir le même montant pour faire les matchs. Puis ton analyste serait Raph Doucet. Moi, je ne connais niet nada Raphaël Doucet. Je n'ai jamais raconté ce gars-là de ma vie. Je sais ce qu'il fait. Je sais qu'il travaille à Hockey le magazine. Je l'ai entendu à la radio à maintes reprises, mais je ne le connais pas du tout. On ne se connaît pas du tout. On ne s'est jamais rencontrés. Donc, c'est comme ça que ça s'est réglé. Moi, je suis, écoute, on s'entend-tu partir au Mexique avec une nouvelle de même? On a tombé dans le rum and coke assez vite en arrivant sur la bille, faut dire ça. Fait que j'étais content. Puis moi, j'aurais aimé ça participer à l'annonce parce que là, Mario Marois et Joël Bouchard sont allés en studio annoncer ça. Puis ils ont annoncé que je m'en venais avec le club à la station. Mais tu sais, personne ne me connaît à la station. Le boss ne me connaît pas. On s'est parlé au téléphone. Yves Bombardier signe le contrat à distance. Évidemment, un contrat par match. T'sais, vraiment là, les mêmes critères que ce que j'avais avec l'Armada, mais là, c'était plus officiel, puis les matchs allaient arriver à la radio. Donc, de fil en aiguille, ben, il y a eu ça, puis ils ont annoncé aussi que le hockey s'en allait avec le Rocket de Laval l'année suivante, mandat à temps plein. Donc, moi puis Raphaël, on s'est dit, c'est nous autres, c'est sûr, on va prendre ça. Là. Fait qu'on s'est concentré à faire ça le plus juste possible. C'était du hockey junior, mais on était sur la tâche à tous les matchs, puis on s'est rendu tard en Syrie. Il y avait un beau buzz autour de l'Armada à Montréal. Puis ça a été juste après la saison. Ça a été long et que ce processus-là était long. Puis on a viré ça d'un bord puis de l'autre. Moi, j'avais eu ma permanence à TVA entre-temps. J'avais pas le choix. Tu craches pas sur une permanence puis tout ça. Puis finalement, l'offre est arrivée. Les conditions salariales étaient bonnes. Puis j'ai réalisé mon rêve d'enfin gagner ma vie en faisant du hockey. J'ai quitté ma permanence, ça faisait 2 mois que je l'avais dans les poches. Ça faisait quasiment 5 ans que j'étais là. Ça faisait 2 mois que je l'avais, puis j'ai quitté ça. Je n'avais pas le choix. Puis tout le monde a compris pourquoi je le faisais aussi le mot. C'est malade. Hey, Anthony, c'est ça pour Raph Doucet, c'est vrai, j'ai pas fini l'histoire avec Raph. C'est que là, on revient du Mexique, puis Raph, il est papa de 3 enfants. À ce moment-là, ce sont des jeunes enfants, dont des jumeaux. Fait que lui, il en a par-dessus la tête, pas le temps de se rencontrer, puis tout ça. Et quand ça s'est réglé quand même assez tard, j'ai l'impression que la saison commençait fin septembre, puis moi je partais. En tout cas, ça s'est réglé quelques semaines avant le début de la saison. Donc, on n'a pas eu le temps de se rencontrer. La veille de notre premier match, Boston Pizza, Sainte-Julie, c'est là que j'ai rencontré Raph Doucet pour la première fois. Le lendemain, on travaillait ensemble, on faisait le match. C'est comme ça que ça a commencé. Puis on a fait probablement, je dirais à peu près 200 matchs de hockey ensemble. Cool. Beaucoup de covoiturage aussi, j'imagine? Oui, beaucoup de rails d'autobus en deux parcs-bancs pour monter un petit peu partout dans la Ligue américaine. Disons qu'on se connaît bien. Anthony, ça fait déjà presque 45 minutes. Juste savoir, as-tu un deadline, tout ça? Parce qu'il écoute, plein d'affaires à te compter, mais si tu as un deadline, on va respecter ça. J'ai pas de deadline. Dites-moi rien sur le match du Canadien. Là, c'est à record actuellement. Je n'ai rien vu du match. Donc, on va prendre ça en plus rapide après. Pas de problème. Je l'ai devant moi, je dirais rien. OK. Moi, j'ai pas le choix, je veux dire, c'est un peu ma job, il faut que je l'analyse. Oui, tout à fait. J'ai envie de t'entendre sur le baseball un peu. Là. Okay. Tu parles de passion, je sais que tu as fait des voyages de baseball, tu en parles des fois à la radio, justement, que tu es un gros fan. Parle-nous de ça un peu, tes voyages. Qu'est-ce que tu as fait comme voyage de balle? Pas assez à mon goût. On n'en fait pas assez à notre goût, jamais. Non, exactement. Moi, c'est quand j'écoute mon chum Pat Laprade, qui a tout fait les stades dans le baseball, ça me fait rêver. Là, il les a toutes faites sans exception. C'est un méchant maniaque. Il parle de lutte, mais c'est avant tout un amateur de balle aussi. Ouais. Moi, ça, j'adorerais faire le tour du baseball majeur, voir tous les stades. J'adore l'ambiance. Ils ont tous leurs particularités. Ouais. Mais mon club, c'est les Red Sox de Boston. C'est bien évident. Je suis allé là à plusieurs reprises. Je pense que je suis allé là au moins 6 fois. Tout le temps une belle expérience. J'ai amené ma belle famille. J'ai amené ma femme 2 fois. Je suis allé là avec mon père. Je suis allé là avec des chums. Boston, c'est spécial autour du Fenway. C'est un endroit vraiment particulier. Je devais, d'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allé, on faisait un programme double, le Yankee Stadium la veille et le lendemain au Fenway Park. Sauf que lorsqu'on est descendu à New York, cette journée-là, il a mouillé tout le long. Je veux dire, c'est impossible. On n'aura pas de baseball là. Ça fait 3 ans. Il a mouillé.
Puis là, je sais que David, t'es un fan des Yankees, là, mais m'a conté une maudite mauvaise anecdote sur ton club. M'a t'en conté une méchante mauvaise. Parce que Ça moi, va être la seule parce que le reste toujours bon. c'est la dernière fois qu'il va avoir une scène de ma part. C'est la dernière fois. Parce que check bien ça. Vas-y. On arrive là, les billets sont achetés de longue date. Nous autres, on est cédulés à la minute. On s'en va au match de baseball, puis notre hôtel est réservé. Puis le lendemain, on est à Boston. Puis moi, il n'y a aucunement question que je fasse un voyage sans passer par Boston. Là. C'est pas parce que tu remets le match le lendemain qu'on va changer l'itinéraire. Là. Le but, c'est d'aller à Boston. Mais là, il mouille, puis il mouille, puis il mouille. Puis il fait vraiment pas beau. Là. Tout le long de Montréal jusqu'à New York, il mouille. Là, il n'y aura pas de baseball. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Arrive à New York, toujours rien de cancellé. Puis on arrive à Manhattan, on s'était booké. Puis cette journée-là, il y a c'est niaiseux de même, là, mais il y a un hélicoptère qui s'était crashé au sommet d'un édifice à New York. Et puis, nous, on était le building à côté. Donc, entre au centre-ville, c'est le bordel, c'est vraiment heure de pointe. Difficilement se rendre à l'hôtel. Finalement, trouve le moyen de s'y rendre, parque la voiture. Il tombe une petite bruine. Tu sais, désagréable pareil. Tu sais, c'est steady, puis il fait pas beau. Mais le match n'est pas annulé. Là, moi, je me dis, voyons, ça n'a pas de sens. Ils vont remettre le match, c'est sûr, puis probablement que ça ne sera pas demain, ça va peut-être une autre date ultérieure, puis on va être capable de se faire rembourser les billets. Moi, c'est le premier réflexe, puis en plus, un de mes chums faisait moins de sous, j'avais avancé les billets pour avoir des belles places au Yankee Stadium. Je ne vais pas là tout le temps, puis je vais avoir une belle place, tu sais. On s'en va au Yankee, ça arrive, là, il fait pas beau, là, il bouille. On rentre dans le stade. On arrive à nos places, on a chacun une bière dans les mains, on arrive pour s'asseoir, le placé disant le match est annulé, messieurs. On s'est rendu à notre siège, ils ont eu le temps de nous faire dépenser 30$ pour chacun leur bière pour annuler le match, alors qu'ils n'auraient pas annulé ça le matin de la partie. Ils se sont rendus au bout, ils ont été capables de mettre 20, 25, 30 000 personnes dans leur stade. Le cash qui est rentré là, gratis dans leur poche. Tout ça, là, qui aura pu canceller ça plus tôt dans la journée. Ce que je comprends de l'histoire, Raphaël, c'est que c'est la météo le problème. Ouais, c'est la maudite. Pas les Yankees. Ouais, c'est la maudite. Oui, mais il aurait quand même pu remettre ça le matin. On n'aurait pas eu à se rendre là pour rien. On aurait pu aller dans un bon resto ou un resto à Manhattan, puis oublier le baseball, puis se pacter à la fraise un peu, mais c'est pas ça qu'on a fait. On était trempés à la vette pour pas voir un maudit pitch de balle. Bref, finalement, on a quitté là. Ils ont remis le match le lendemain après-midi. Fait que là, c'était terminé. On perdait nos billets, là, tu sais. Essaye de vendre ça sur StubHub. On les a vendus à perte, tu sais, pour une bouchée de pain puis s'en débarrasser. Puis le lendemain, on est allé à Boston. Il a fait super beau. Les Red Sox ont gagné. On a mangé notre homard le lendemain dans la baie de Boston. C'était écœurant, mais j'ai jamais vu de match au Yankee Stadium. Ah, mais toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aimer les Yankees. Hein? T'as mis ça. Surtout venant d'un fan des Red Sox, je suis aucunement étonné. Non, exact. Mais, ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Je te confirme. Moi, j'ai pas fait. C'est pas le Fenway Park. J'ai pas fait Fenway encore. J'ai fait le Yankee Stadium à, je pense, c'est 5 reprises. Le vieux et le nouveau? Oui, non, j'ai juste fait le nouveau, malheureusement. Moi, j'ai fait. C'était l'année d'ensuite. Puis j'ai quand même Boston sur ma bucket list, mais contre les Yankees. Non, il va voir les Yankees, mais juste pour ta casquette, parce que ça se peut que tu passes une mauvaise soirée. Je vais l'essayer. Ouais. Je vais l'essayer. Moi, je suis allé dans le vieux. Je suis allé voir les Mets avec ma casquette des Yankees sur la tête. Ouais, c'est moins gênant. Ben, je vais te le dire, il y a un placier qui m'a dit « Oh, tu vas avoir une grosse soirée. » Finalement, on était beaucoup, là, fait qu'il s'est rien passé. Mais le Citi Field, par exemple, quel beau stade. Ça, beau stade. On avait eu une très belle soirée. Vraiment, moi, j'ai tombé en amour avec le Citi Field. Okay. Dans Queens, facilement accessible en métro. Flushing Meadows, juste à côté. Direct à côté, ouais. Gros coup de cœur, vraiment, pour le Citi Field, tout près de l'aéroport. Il y a des avions constamment qui nous passent par-dessus la tête. C'est vraiment un très, très beau stade. J'ai adoré mon expérience aux Mets. Si j'y retourne, c'est eux que je vais aller encourager. Mais le porch en haut, dans le champ droit, là, où les enfants peuvent faire des jeux et tout ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Oui, nous, on était assis en arrière du marbre au dernier balcon, mais vraiment dans le bas du dernier balcon, juste en arrière du marbre. C'est Noah Syndergaard qui lançait ce match-là. Les Mets avaient gagné. Ça avait été vraiment une belle soirée. Puis le lendemain, encore une fois, c'était un programme double. On allait à Boston. Là, les Red Sox avaient perdu contre Baltimore le lendemain. Mais avec des chums, ça avait été un beau voyage. Mais
J'en ai pas fait assez à mon goût. Dans mon voyage de noces qui devait avoir lieu en Floride, on devait faire le tour de la Floride il y a quelques années, en 2017, mais c'était l'ouragan Irma qui avait frappé cette année-là. Mm-hmm. Alors, à la catastrophe, on avait dû canceller notre voyage en Floride et je devais aller voir un match des Red Sox à Tampa Bay. Malheureusement, là encore, j'ai perdu des billets à perte, mais que voulez-vous? On s'est retrouvé au Portugal à la place. Ça a été un très beau voyage, pareil. Puis t'en veux pas aux Rays dans ce cas-là? Ah, ben là, l'ouragan, on ne peut pas faire de grand-chose comme ça. Ouais, de ce que j'en comprends, les matchs de balle, toi, puis la météo. C'est vrai que ça n'a pas été évident. T'as raison, ça n'a pas été évident. Que voulez-vous? Il manque trop de stades à mon actif. Ça avait passé bien proche aussi là, qu'on fasse un voyage à Washington. On voulait faire, c'était Washington et est-ce que c'était. Non, Baltimore, ça ne donnait pas. C'est tellement proche. C'est le fun de faire les deux en même temps. Mais on devait aller Philadelphie puis Washington. Finalement, on n'avait pas fait ce voyage-là. Dans un voyage, j'ai fait Washington, Philadelphie, New York, Boston. Ouais. Dans le vieux Yankee Stadium, j'ai vu le dernier match des Red Sox là-bas. Il y a eu un circuit de 2 points de GMB, puis j'étais en train de m'acheter une bière, fait que j'ai manqué les 2 points. Ça a fini 2-0 Yankees. Ouais, moi, j'ai vu un grand chelem de Victor Martinez avec les Red Sox. Ma première visite au Fenway, un match gagné 8-7 contre les Twins. Ma première visite là-bas. On était assis sur la terrasse dans le champ droit. Puis Martinez l'avait envoyé dans le bullpen au champ droit. Puis là, c'est une belle aventure, ça. Mais vraiment, les Red Sox, c'est quelque chose. S'il y a un stade que tu vises, que tu n'as pas fait encore, que tu as vraiment le goût de voir, là, y en a-tu un particulier? Le PNC Park à Pittsburgh, que je veux absolument voir. Celui-là, ou bien le stade des Giants, que j'aimerais bien voir aussi. Puis le Dodger Stadium, qui est un incontournable. Puis le Wrigley Field aussi. C'est ça. Le Petco Park aussi à San Diego. Puis, juste pour la petite histoire, là, je l'ai vu, moi, le Wrigley Field. J'étais tout seul avec un collègue de travail. Fait que, c'est le genre de game que j'ai pas manqué un pitch. Là. Je regardais le stade et on est arrivé là. Le scalper nous a vendu 2 billets, mais finalement, il y avait un billet en haut, un billet en bas. Puis le portier, c'était un monsieur qui doit avoir à peu près 90 ans. Il nous a trouvé 2 spots. On s'est assis à 3 rangées du first base. Là. C'était incroyable. L'ambiance là-bas dehors, une journée de semaine à Chicago. Tu sors de là. C'est loadé de monde, des places à pizza partout. C'est capoté. Après la première manche, je pars, je m'achète tout mon gear des Cubs, même si je ne suis pas un fan. C'est un vrai de vrai là, groupie. Moi, j'ai déjà eu un escale à Chicago, puis il venait de remporter la Série mondiale. C'était tout chaud, tout beau. Là. Puis j'avais acheté une tuque là, des Cubs parce qu'on passait par là. Mais moi, là, une suggestion pour les amateurs de balle là, que j'ai jamais fait, mais j'ai déjà eu un ami avec moi qui avait ça sur la tête, portez une calotte des Expos. Peu importe où vous allez aller passer une très belle soirée. Le monde capote de voir le logo des Expos. Puis là, évidemment, tu te fais accoster, viens-tu de Montréal? Puis les gens, ils ont du respect pour les villes qui ont perdu leur concession. Aux États-Unis, c'est très fort, ça. Prenez Baltimore qui avait perdu le club de football, mais ils l'ont repris. Mais pour eux autres, il y a quelque chose de très sensible quand on perd une concession sportive, qu'on ressent peut-être un petit peu moins ici au Québec. Mais je suis convaincu qu'on va voir une équipe de hockey, exemple, à New York, qui remporte une calotte des Nordiques de Québec. C'est sûr, les gens, ils vont avoir une bonne pensée, puis ils vont éprouver de la sympathie. Mais pour les Expos, là, c'est un logo qui capte l'attention tout de suite. Puis c'est sûr qu'on passe une belle soirée en portant une calotte des Expos. Oui, ça m'est arrivé à Philadelphie, ça, en fait. J'avais des billets debout, puis je disais que je venais de Montréal. Je n'avais même pas une casquette des Expos. Juste dire que je venais de Montréal, je me suis fait payer de la bière toute la soirée. C'est ça. C'est incroyable. Moi, j'ai vu un programme double au Fenway Park. Là, ça me fait penser, encore une fois, sous la pluie, mais le match avait eu lieu. Programme double, la première soirée, il avait fait super beau. C'est Max Scherzer qui lançait pour les Tigers de Détroit. Puis le lendemain, Justin Verlander avait lancé. Programme double, là, c'est quand même spécial. Là. 2 matchs en 2 jours. Puis c'est 2 des meilleurs lanceurs encore aujourd'hui dans le baseball. Puis là, tu recules quasiment 10 ans en arrière. Puis il était déjà au sommet de. Scherzer n'était pas encore au sommet, mais ça s'en venait quand même pas mal. Ouais. David, c'est un grand fan de golf. J'en suis un. Là, le Masters commençait aujourd'hui. Je sais que tu es aussi un gros fan de golf. Qui gagne le Masters? J'ai regardé aujourd'hui, Justin Rose a une journée absolument exceptionnelle. Off the charts. Oui, vraiment. Les conditions de jeu tellement difficiles. Sérieusement, là, c'était
faire atterrir la balle, c'est comme si une balle de golf atterrissait sur la table de cuisine à la maison, tellement c'est dur. Il n'y a pas de réception. J'ai rarement vu un jeudi avec des conditions de jeu difficiles comme ça à Augusta, du vent. Amen Corner, ça avait l'air tellement difficile. Combien de balles à l'eau aujourd'hui? Vraiment, là, les golfeurs vont en arracher. Ils annoncent pratiquement pas de pluie toute la fin de semaine. Sérieux, là, dimanche, ça sera même pas drôle. Le gars qui va mener par 4 coups, il n'est même pas sûr de gagner avec 5 trous à jouer. Je pense que dimanche, on va avoir tout un spectacle de golf, d'après moi. C'est ce que la description disait aujourd'hui. Un 3-shot lead arrivé dimanche ne sera même pas confortable comparativement à un peu partout ailleurs d'autres tournois. Justin Rose, c'est spécial. C'est tellement un terrain qui est difficile et qui est particulier, qui ne convient pas à tous les golfeurs. Tu dois être précis, tu dois bien contrôler tes coups et éviter les pièges. Puis, on dirait que quand tu sous-estimes le terrain, il va te le faire payer. Prenez Bryson DeChambeau qui a dit avant le tournoi du mois de novembre que, ouais, mais pour moi, là, il faut le dire, là, à raison de la longueur du terrain, c'est une normale de 67. Mais Bryson, d'après moi, il ne gagnera jamais à Augusta. Tu ne peux jamais défier le terrain de la sorte. Il ne gagnera probablement jamais ce tournoi-là. David, te rappelles-tu quand on a reçu François-Étienne Corbin qui nous a parlé du Masters, puis il nous disait qu'il y a des sections sur le terrain, sous le terrain, ils peuvent changer l'humidité du terrain. J'ai hâte de voir s'ils vont changer ça ou s'ils vont juste le laisser dur comme ça. Selon moi, il y a une dizaine de golfeurs qui ont fini d'un moins, fait que d'après moi, ça va rester exactement comme ça. C'est rare. Là. Habituellement, le Masters se gagne au moins là, quelques coups en bas du par. Là, cette année, j'en doute. J'ai l'impression que ça peut se gagner au-dessus de la normale. Un Justin Rose qui a joué moins 7, aujourd'hui, s'est donné une bonne chance. S'il joue le par jusqu'à la fin, ça va se gagner ça. Là. Ben oui, exactement. C'est ça. Il va gagner. Lui, il est en bonne posture, mais c'est long. C'est long. Il reste quand même 54 trous. Puis à chaque année, il n'y a pas de golf. Là. L'été, il n'y a jamais de golf à Augusta. Là. Il reste ça à grandeur, puis repartent en neuf quasiment à chaque année. Il y a sky's the limit au Masters. C'est vraiment spécial. C'est pour ça que c'est si prestigieux aussi. C'est la Mecque. C'est vraiment la Mecque du golf. Ton amour du golf, ça vient de où? Ça, il n'y a rien de particulier. Non, mon père n'est pas un bon golfeur. Il n'aime pas vraiment jouer. Moi, j'ai eu des amis, entre autres Max Lalonde, avec qui j'ai travaillé à Sherbrooke, qui était mon analyste. Lui, c'est un maniaque fini. Puis, il m'a réinitié au golf. J'avais joué à la fin de mon adolescence. J'avais délaissé ça un peu pendant mon passage à Chicoutimi, où j'ai presque pas joué. Mais quand je suis arrivé à Sherbrooke, là, je me suis remis au golf grâce à Max, entre autres. Puis depuis, là, c'est mon passe-temps préféré l'été. Je joue au golf à peu près 25 fois par été, à peu près. J'aime me promener un petit peu partout au Québec, jouer des belles tracks de golf du Québec. Donc, j'aime bien ça. J'adore jouer au golf. Cool. Raph Lessard. Oui. J'ai envie que tu me parles de Raph et ta passion pour la course, parce que tu es aussi descripteur pour des courses à Drummondville, hein, je pense. Oui, Drummond, à l'Autodrome Drummond. En fait, je fais 3 pistes de course par été depuis. Ça va être ma 12e saison de course quand ça pourra enfin commencer, sait-on jamais, on ne sait jamais. Ouais. Ça a été tellement compliqué en 2020. On souhaite vraiment avoir une saison de course plus normale. C'est moins optimiste dernièrement, on verra, mais c'est une passion vraiment là, qui carbure dans mes veines depuis ma naissance. J'ai grandi dans ce milieu-là. Ma famille était très proche d'un pilote actif au début des années 90 et cette personne-là est encore active dans le monde des courses aujourd'hui. Donc, les courses sur terre battue ont toujours fait partie là, de ma vie. Puis là aussi, ça m'a beaucoup développé comme animateur. Il y a beaucoup de mes réflexes d'animateur radio qui partent des courses parce que tu es un crowd pleaser. Tu parles à la foule, tu ne parles pas dans un micro à la radio. C'est complètement différent comme approche. Tu parles à une foule assise dans les estrades qui t'écoutent et qui peuvent interagir avec toi immédiatement. Ça, c'est vraiment... Là, je me vois jamais arrêter. Je vais toujours annoncer des courses dans ma vie. Il n'y a aucun doute. J'aime plus ça que d'écrire du hockey, je vous dirais. Pour moi, là, je suis piqué direct dans les veines. J'adore ça. Un maniaque fini de course automobile, mais surtout de la terre battue. Pour moi, c'est vraiment là qu'on apprend à conduire une voiture. Et puis Bertrand Godin me disait, parce qu'il a couru amplement sur l'asphalte, il a goûté à la terre battue, il dit
L'asphalte, tu sais qu'il va y avoir de l'adhérence. La terre battue, tu ne sais jamais, donc tu dois conduire avec tes fesses. C'est un peu ça, parce que tu dois. C'est vraiment. le feeling. Les meilleurs talents. Je trouve que sur la terre battue, tu vas vraiment voir plus le talent d'un pilote que sur l'asphalte, alors que souvent, l'équipement va faire une plus grande différence sur l'asphalte. C'est pour ça que la performance de Raphaël Lessard, t'en parle, il y a 2 semaines à Bristol. C'est pour ça que c'est tellement impressionnant. Il n'a jamais roulé sa terre battue au presse, puis de faire ce qu'il a fait, parti 29e, ramener ça 3e, là, c'était très, très impressionnant. Oui, vraiment, vraiment. Et j'ai envie que tu expliques un peu, puis même moi et David, on n'est pas nécessairement des calés là, en course automobile. J'ai envie que tu nous expliques un peu ce qui se passe avec Raphaël présentement. Le côté monétaire de la chose. Moi, je l'ai reçu au podcast de Baseball Québec là, parce qu'on reçoit du monde qui vient d'un peu partout, des prospects et tout. Puis il nous l'a expliqué rapidement, mais j'ai envie de l'entendre de ta bouche. Comment est-ce que ça se fait qu'un pilote peut chercher de l'argent, puis finalement, il manque de l'argent, puis plus courser, puis ça prend de la place, l'argent, dans la course automobile. Pour un talent comme Raphaël, c'est quand même plate pour nous autres quand on regarde ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Dans le cas de Raphaël, ce que je peux certainement dire, c'est qu'un gars comme lui, en fait, pour n'importe quel pilote en général, à moins que tu sois issu d'une famille très bien nantie de course, qui va t'ouvrir la porte facilement, un peu comme un Chase Elliott, exemple, qui lui, même s'il a énormément de talent, lui, son père a vu neiger avant. Il a passé avant lui. Il est né dedans. Donc, puis dans le NASCAR, c'est tellement fermé, souvent tu vas entendre les mêmes noms. Jeff Burton, son fils Harrison, est en train de monter en grade. Joe Gibbs, son petit-fils, est en train de monter. Chase Elliott, c'est la même chose. C'est souvent des familles de course qui fonctionnent comme ça. Pour un petit Québécois, à partir de la Beauce, aller courir en NASCAR, on a besoin d'amener une méchante bonne mallette d'argent. Ça, c'est de un. Puis même s'il y a énormément de talent, Raphaël, il est capable de rouler là en masse, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça prend du cash. Beaucoup, beaucoup de cash. Et Raph, dans son cas, il a été capable d'avoir vraiment des bailleurs de fonds qui l'ont appuyé au cours des dernières années. Mais des choses que je ne comprends pas dans ce dossier-là. D'une part, comment ça se fait qu'on a annoncé publiquement qu'on avait réuni le financement pour une saison complète cette année et que 5 courses plus tard, tu nous arrives voir, on a besoin de cash. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, Raphaël il a été impliqué dans des accidents en début de saison. Est-ce qu'il est responsable des dommages de sa camionnette? Ça se peut. Ça occasionne des coûts. Là. À chaque fois que tu démolis, c'est des coûts. Qui paye cette facture-là? Est-ce que c'est le pilote? Alex Labbé, c'est un petit peu ça le deal. Il brise, il paye. Okay. C'est de l'argent pareil. Je ne sais pas c'est quoi le deal de Raphaël nécessairement. C'est quoi la cote qu'il obtient comme salaire? Il faut toujours bien qu'il collecte un salaire. Qui le paye? Est-ce que c'est ses propres bailleurs de fonds ou bien c'est l'équipe de course GMS Racing pour qui il court? Comment ça marche, je ne le sais pas. L'an passé, il était du côté de Toyota, dans une excellente écurie avec Kyle Busch. Je sais que c'est très onéreux de rouler avec lui. Est-ce qu'on s'est dit que ça coûte trop cher? On s'en va chez GMS, ça va coûter moins cher. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une question vraiment? Parce que je sais que ça en a échaudé certains là, parmi son groupe là, de partenaires financiers qui quittent l'écurie de Kyle Busch. Puis ça, c'est pas nécessairement un bon message de dire « Ouais, là, ça fait pas mon affaire, m'en va ailleurs. » Il y a des choses qui sont louches un peu. Là. Puis Alain Labrosse qui était dans son dossier aussi comme agent. C'est un gars qui a une bonne réputation, qui connaît, qui a ses contacts dans le milieu. Là, il n'est plus dans le portrait. Pourquoi? C'est des choses que l'équipe Lessard n'a pas divulguées publiquement, mais il y a un os quelque part. Tu ne peux pas arriver à annoncer on a réuni le financement, c'est beau, Raphaël, 19 courses avec JMS. À partir de ce moment-là, tu te fermes des portes, tu l'as ton financement. 5 courses après, tu arrives, tu dis ouais, mais là, on aurait besoin de. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas expliqué, ça. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça aille dans une autre direction, parce qu'il y en a là, qui l'ont appuyé dans les dernières années, qui ont décidé de se retirer. Est-ce qu'on leur a demandé constamment plus? Il y a un paquet de choses là, qui peuvent être entrées en ligne de compte, mais je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, c'est un bon petit gars, Raphaël. Je l'aime d'amour. Je trouve que c'est un bon porte-étendard de la course automobile au Québec. C'est un gars qui a des bonnes valeurs, qui s'exprime bien, qui a un talent, qui pourrait faire vraiment redorer le Québec vraiment sur la scène des courses. C'est un Patrick Carpentier, nouvelle génération, si on veut. C'est un bon porte-parole, il se présente bien, il est affable avec les médias, tout le monde l'aime. Mais là, il y a quoi qui marche pas, là, qu'on ne nous a pas expliqué.
Malheureusement, c'est pas contre le kid, c'est probablement son équipe là, où le bas blesse peut-être. C'est ça, le talent est là, reste à être bien conseillé là-dedans, c'est important. On le voit, il y a des carrières au hockey dans n'importe quel sport qui vont aller un petit peu moins bien avec l'entourage, avec les décisions qui sont prises et les conseils qui sont donnés. C'est triste, tu sais. La course, j'ai bien beau aimer ça, mais il y a des choses qui te déplaisent. Puis ça, oui. c'est plate parce que c'est jamais vraiment les meilleurs qui vont avancer. Il y en a des super talentueux qui avanceront jamais plus loin que ça. Un Alex Labbé qui est super talentueux, que personne parle, qui s'arrache la vie pour courir, qui pourrait rivaliser avec n'importe qui, pas de financement. Il roule dans de l'équipement inférieur en plus, donc c'est très difficile pour lui d'aller chercher des bonnes performances. Pour lui, un top 15, c'est presque miraculeux. Okay. Il a été capable de le faire plusieurs fois l'an passé. Alors que Raphaël, lui, est assis dans une des 12 meilleures camionnettes du plateau. Donc, il y a vraiment une bonne qualité d'équipement. C'est pas ça le problème. C'est le cash. Juste ça. On parle de combien de cash? De centaines de milliers de dollars? De millions de dollars? C'est quoi à peu près qu'on peut... les chiffres sont sortis dans le cas de Raphaël Lessard, là, sous la plume de Louis Butcher dans le Journal de Montréal la semaine passée. Il parlait de 180 000 US déposés par le clan Lessard par mois. Pendant la saison, par mois. Fait que là, la saison, elle commence février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Fait que si c'est à tous les mois, 9 mois, là. C'est 9 mois. Faites le calcul. Ouais, pas loin de... C'est 1,6 à peu près, 1,5, 1,6 millions. Chaque année. Quand tu parlais tantôt de les 22 courses, on vient de régler la saison complète. Il y a quelque chose, comme tu as dit, il y a un gros il y a un blanc. Là. Ça va rester. On en veut toujours plus. Est-ce qu'ils se sont dit, ben là, on annonce ça garantit à JMS qu'on va avoir le financement. Puis là, finalement, il y en a qui se retirent. Puis là, au lieu d'avoir, mettons, je sais pas, 2 millions, ben là, tu n'as rien que 1,2 million d'engagés. Il reste 800 000 à aller chercher. Puis Là, tu sais, c'est probablement que le commanditaire, là, il paye par mois aussi, là. Il ne doit pas donner un chèque en blanc non plus. Non? Ben non, puis tant que ce n'est pas payé, c'est pas réglé. Exact. Mais mon dernière nouvelle, selon ce que Butcher disait, c'est qu'à chaque premier du mois, pareil comme ton chèque que tu t'en vas chercher, ben c'est la même chose. Lui, il doit amener son argent pour garder la camionnette et embarquer dedans. Là, on ne sait pas. Il va-tu avoir une annonce bientôt? Là, la prochaine course en camionnette, c'est le 17 avril. Ouais. Okay. En espérant qu'il soit là à Richmond. On le souhaite, là, mais ça ne regarde pas bien. C'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose, il y a une information qui nous manque. Oui, cette semaine, il nous disait qu'il dormait moins bien. C'est normal. Ouais, kid, il vient de faire la meilleure performance de sa vie. Il arrive et il n'y a pas de volant 2 semaines après. Non, c'est illogique. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On a eu, moi et David, on a eu, plus tôt dans la saison, on a eu Raphaël Lassemble, on a eu aussi Thomas Neveu. Est-ce que tu connais Thomas Neveu? Très peu. Je lui ai parlé récemment à la radio. Je sais que ça en est un jeune pilote là, qui tente de monter les échelons, que c'est pas toujours facile. Il y a... dans le cas de tous ces pilotes, ils cherchent le plus possible à se faire connaître, à se faire voir le plus possible, à tirer le regard des commanditaires. Mais c'est vraiment pas facile. Il y a plus de travail qui est fait en amont qu'en aval. C'est pas compliqué, là. Parlant d'Alexandre Tagliani, il va très bien vous l'expliquer, mais il me le fait justement en ondes à un moment donné. Je consacre plus de temps à courir après des commanditaires, puis à les représenter dans toutes sortes d'activités que de courser puis de me préparer en vue des courses. Ouais. Nous autres, ils nous avaient bien impressionnés là, pour son jeune âge, en tout cas, en entrevue. Là, c'est vraiment c'est un kid. Encore là, je pense que c'est comme Raphaël, il y a un bel avenir, mais ça va dépendre des cash. Des bidous. Exactement. Ouais. C'est la triste réalité du monde de la course automobile. Oui, tout à fait. Anthony, gros merci. On a fait quasiment 1 heure. Je t'avais demandé 45 minutes. Fait que super généreux. Merci encore. Oui, pas de problème. Les gars, ça me fait toujours plaisir. On dirait qu'on est en train... C'est spécial, pareil, mais même pas on dirait qu'on est en train de jaser une conversation en chum, autour d'une bière, puis on donne nos opinions sportives. On t'a pas parlé de hockey parce que tu parlais de ça à journée longue. C'est un bon plein. On t'a donné un break. C'est bien bon. C'est bien bon. On connaissait tes réponses d'avance. Oui, c'est ça. Je sais que vous allez diffuser ça lundi prochain, donc on va connaître à ce moment-là comment ça va s'être passé pour Cole Caulfield avec le Rocket. Ben, écoute, avant, c'était encore 2 minutes. Là, il y a 2... je veux un Jesse Lennon, puis je veux que tu me parles de Cole Caulfield.
OK, ben Ylönen, dans son cas, il montre de très, très belles choses. C'est un gars que je connaissais très peu avant le début de l'année, qui est vu tout près de jouer l'an passé, mais il est arrivé blessé de la Finlande, puis finalement, la pandémie a frappé, puis on ne l'a jamais vu. Il était tout près. Là, je pense qu'il aurait joué la semaine suivante, mais finalement, tout s'est arrêté. Un puissant droitier, tire foudroyant, bonne vision du jeu. Vraiment des habiletés top 6 de la Ligue nationale, je pense. Il y a vraiment un potentiel top 6 de la Ligue nationale. Et ça, ce sont très, très rares ceux que je peux dire, ouais, lui, il a le potentiel top 6. Je ne dis pas que ça va arriver, mais il y a vraiment le potentiel. Il y a le coffre à outils pour faire un top 6 NHL, je pense. J'aime ça. OK. Il y a un de mes amis, by the way, qui t'aime vraiment. Là, on le connaît bien, Joss Richer. Là, il écoute toutes tes interventions. Il adore ça. Il a même écrit déjà, je pense, la photo que JF a mis pour le podcast. Il m'a envoyé ce que tu as tweeté sur Cole Caulfield, avec ses tip shots, son lancer du poignet, tout ça. Toi, tu as vu ça dans une pratique et tu es capable de dire que c'est next level? Ben, c'est embêtant. Un entraînement demeure un entraînement. Mais tu vois, premièrement, que le gars, il trippe à jouer au hockey. C'est un maniaque fini. Ça paraît. Il déborde d'enthousiasme. Dans un entraînement, tu peux voir la puissance d'un tir. Le gars qui a le flair au filet. Il y a eu des 1 contre un gardien de but. Puis à un moment donné, Michael McNiven, je pense qu'il ne l'a jamais vu passer. Il a déjà passé à 2 pouces du nez. Puis dans la partie supérieure, il shoot le puck. C'est lui aussi un droitier, mais très puissant. Quick release. Il y a un flair qui est dur à expliquer. Hein, et ça, tu peux pas apprendre ça. C'est inné. Lui, il a un flair pour le but. Il a marqué partout où il est passé. Pourquoi ça ne marcherait pas dans la Ligue nationale? Puis arrêtez avec le gabarit. Moi, je ne crois pas à ça aucune seconde. Il a battu des records qui appartenaient à Patrick Kane dans le programme de développement américain. Puis il a mis ça à un autre niveau encore en jouant avec des hommes dans la NCAA. Il va gagner le O.B. Baker dans les prochaines heures. Et souvent, ce trophée-là est remporté par des gars plus vieux que lui. C'est souvent un trophée de vétéran remis à un gars de 22-23 ans. Caulfield, c'est pas ça, là, il y a 20 ans. Là. Donc, c'est impressionnant. Puis, arrêtez, là, les Badgers de Wisconsin, c'est pas une si bonne équipe que ça. C'est lui et Dylan Holloway. Puis Dylan Holloway n'aura pas les statistiques offensives d'un Cole Caulfield à plein potentiel. Je pense pas. Il va être un très bon joueur de la Ligue nationale, par contre. Ça, il n'y a aucun doute. J'écoutais Stéphane Leroux là, aujourd'hui. Là, il dit Cole Caulfield, je pense que c'est 186 buts à ses 215 derniers matchs. C'est ça. C'est du jamais. En tout cas, on n'a jamais eu un prospect de même depuis que nous trois, on est au monde. Là. Vous allez le présenter lundi. Quand les gens vont vérifier ça, ils vont dire Anthony Marcotte avait raison. Il en a mis minimum 2 dedans en fin de semaine. J'aime ça. Ça, j'adore ça. Mais en tout cas, ça pique la curiosité. Il y a de la place. Ylönen n'est pas là. Ils vont le placer dans une situation avantageuse sur un trio offensif. Il va jouer sur l'avantage numérique. Puis habituellement, contre Toronto, ça joue ouvert. Donc, c'est sûr que ça va jouer en faveur de Caulfield. On va t'écouter en fin de semaine. C'est sûr, Anthony. Là, tu as ouvert la porte pour le hockey. J'ai 2 noms, moi, pour toi. C'est à mon tour. OK. Ryan Poehling, j'ai envie de savoir, je veux que tu me parles de lui parce que je sais que mon collègue, dans mon écran, il est à ma gauche. Je ne sais pas où par rapport à toi, mais Ryan Poehling, il n'y croit pas du tout. Puis moi, j'ai l'impression que, peut-être pas cette année, mais j'ai l'impression qu'ils vont le laisser avec le Rocket. Finir l'année en confiance, puis l'année prochaine, on va peut-être le voir apparaître. Le deuxième nom, je veux que tu me parles, c'est le coach. Il y a eu je ne me rappelle pas si c'est toi sur Twitter qui a dit « Regardez bien ça, il y a beaucoup d'équipes de la Ligue nationale qui sont autour de Joël Bouchard, puis le Canadien pourrait le perdre. » Je vais avoir ton opinion là-dessus ensuite. OK, ben on peut commencer par Poehling. Dans son cas, moi, je dois vous avouer que moi aussi, j'ai eu quelques doutes. Dans son cas, depuis l'an passé, en fait, c'est un gars qui... Je peux pas vraiment lui en vouloir. Sa fameuse performance de 3 buts, son premier match en Ligue nationale, je veux dire, il fait gagner son équipe. Il se pense arriver. Là. Le propriétaire du club, il se fait l'accolade avant de rentrer dans le vestiaire. Il est première étoile du match. Il se fait applaudir par 21 000 personnes. Il est rendu. Là. Il est dans le jeu. Ça y a réglé. C'est réglé. Dans sa tête. Puis c'est un kid de 20 ans. Tu te dis, j'aurais été à sa place. J'aurais agi de la même manière. Le kid est probablement retourné chez lui. Puis là, pris ça aisément un petit peu plus l'été. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est pas entraîné, mais c'est sûr qu'il n'est pas arrivé dans une forme du tonnerre au camp. On lui a reproché sa condition physique. Il s'est fait mal au camp du Canadien l'année passée. Il l'a envoyé dans la Ligue américaine. Lui, probablement qu'il se voyait dans la formation initiale. Il avait réservé des billets pour ses parents. Lui, il a tombé de haut là.
il est arrivé dans la Ligue américaine. Il pense que c'est facile. Il n'est scoré 3 dans la Ligue nationale. Ça commence, il y a 1 but en 12 games. Ouais, là, c'est tough. La Ligue américaine, c'est tough, les gars, là, vous le dites. Ben oui. C'est pas facile. Puis Caulfield, il va se faire brasser en fin de semaine. Ben oui. Ils ne donneront pas ça facile. Là. Craignez pas, là, Toronto, il va arriver, là, le petit, le 44, l'autre bord, va brasser. Inquiétez-vous pas là-dessus, c'est sûr. Il y a des gars qui sont là pour ça dans la Ligue américaine. Ça brasse plus que la Ligue nationale. Il va se faire bardasser. Puis c'était la même chose pour Poehling. Lui aussi, là, les meilleurs espoirs, tu les vois arriver gros comme un ballon de plage. Ben, c'est sûr. Les gars de la Ligue américaine, ils se disent moi, là, tu vas voir mon Poehling, m'a dû faire. C'est bien normal, c'est tout à fait humain. Puis ça sont tous des compétiteurs. Ben oui, c'est tous des compétiteurs. Ouais. Fait que lui, ça a été difficile. Il y a une année laborieuse. Il a été blessé 2 fois. Moi, je pense qu'il n'était pas en excellente condition. Puis quand tu ne commences pas sur le même pied que tout le monde, tu as bien de la misère à combler ton retard. Puis, il a été rappelé trop vite parce que le Canadien n'avait pas la profondeur. Il l'a emmené trop vite. Il n'était pas prêt. Il n'était pas méritant non plus. Puis là, tu te dis, voyons, pourquoi il est là? Puis, moi, personnellement, je préfère qu'on y aille progressivement. Quand tu as le luxe d'avoir de la profondeur, utilise-la à bon escient. Là, le Canadien a la profondeur, peut se permettre d'être patient dans le cas de Caulfield. Mais c'est sûr que là, si tu perds 2-3 autres alliés, c'est sûr qu'ils vont être rappelés. Oui. Bon, c'est une occasion de résultat cette année. Mais présentement, ils ont le luxe de laisser Poehling dans la Ligue américaine. Puis là, ça commence à rapporter des dividendes. Parce que là, il est arrivé prêt. Il est en bonne forme. Depuis le début de la saison, il y a eu des hauts et des bas, je te dirais, dans les 10 premières parties. Mais depuis les 14 derniers matchs, il est en feu. Il joue vraiment à toutes les sauces. Premier trio. 1 point par match ou à peu près dans ses 14 dernières parties. 200 pieds, piqué. Meilleur sur ses mises au jeu. Donc là, tu as un portrait intéressant de Poehling. Je pense que là, il comprend qu'il ne sera jamais top 6 dans la Ligue nationale. Okay. Top 9 at best. Vraiment, là, au meilleur, c'est bon. Top 9. C'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas son utilité. Par contre, s'il devient un centre de 3e trio, c'est réussi là, pour un choix tardif de premier round. Certainement. On va réussi notre coup. C'est pas impossible qu'il le fasse. Moi, je pense qu'au niveau habileté individuelle, ça va être difficile de produire dans la grosse ligue. Ça, c'est sûr. Puis maintenant, dans la Ligue nationale, tu as besoin d'attaque sur tes 3 trios. Poehling, ça, je suis moins sûr pour ses instincts offensifs. Mais par contre, pour les jeux de base, cette année, je le vois plus couper des passes en zone neutre, provoquer des revirements, être actif. C'est un gars qui ne peut pas être sur le cross control aucun match. Lui, il faut que ça soit le pied dans le plancher, un peu comme Philippe Danault. Philippe Danault n'a pas les habiletés de jouer top 6. Mais il travaille, puis il trouve le moyen d'être indispensable. Mais Poehling, c'est la même chose. Il faut que les jeux de base, là, ils soient là, au-dessus de la mêlée. Il faut qu'il n'y ait aucune demi-mesure, aucune demi-mesure. Est-ce que le caractère pour faire ça? Bien, ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Ça, je ne peux pas vous répondre. Il y a le package pour jouer en haut, mais il va falloir qu'il soit là, vous le dis, là, au fond tout le temps, parce que ça va être dur sinon. Bon, on pense la même affaire. Là. Moi, je pense que si là, il reach out à qu'il développe un late bloomer qu'on appelle, il y a peut-être des chances de jouer sur un 3e trio, mais pas d'une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Sur un 3e trio, mais je m'attends à un centre de 4e trio. Il y en a bien qui le comparaient à Philippe Danault avant qu'il soit arrivé. Je pense qu'il y a bien des croûtes à manger avant d'arriver au niveau de Danault. Fait que c'était ça mon évaluation de Poehling. Moi. Donc, on pense pas mal de la même façon, je pense. Oui, c'est ça. On verra. Je pense encore que c'est un bon choix à cause de son potentiel au rang où le Canadien l'a choisi. Ouais. Mais tu sais, c'est l'échantillon qu'on a vu de lui, son premier match en Ligue nationale, ça l'a clairement faussé les données. Il n'a pas ces habiletés-là naturelles, ça, c'est sûr et certain. Puis moi, je me souviens qu'à la journée du draft, j'ai dit à GF qu'il y avait un joueur qui a sorti une coupe de pique en arrière, puis je le vois produire cette année, puis j'ai mal au cœur, c'est Tolvanen à Nashville. Puis il était disponible au rang, fait que je suis là, ah non, il va nous faire mal, puis comme de fait. Mais j'ai eu un petit hype sur Poehling quand je l'ai vu au championnat du monde junior, pareil. Ouais, on a tous vu ça. Après ça, il est arrivé 3 buts. Tu fais comme, OK, il y a peut-être plus de skills que je pensais. C'est pas un gars qui a produit avant. C'est pas Caulfield, là, même. Non, c'est ça. Ben non. C'est pas du tout. Regardez ses stats à Saint-Cloud. C'est moyen. Oui, c'est très moyen. Mais le jeu en général, c'est une force quand même. Mm-hmm. C'est un bon coup de patin. Il est il a un très bon coup de patin. Là, cette année, je trouve qu'il ressort un peu plus. Là, ça paraît. Là, son jump est plus rapide. Encore une fois, je pense c'est que
c'est la manière qu'il approche les matchs. T'sais, comme je disais tantôt, lui, il ne peut pas se permettre de demi-mesure. Il faut qu'il soit en excellente condition physique. Il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée là-dessus. S'il améliorait ça, tant mieux, il va avoir une chance. Il va vraiment avoir une chance, c'est ça. Et bien préparé, bien coaché par Joël aussi. Je pense que le message a passé. Je pense vraiment que dans une autre organisation, ça aurait pu être un désastre. Mais avec un Joël Bouchard qui l'a replacé à la bonne place, emmener les kids, là. Fortnite. Puis les gars collégiaux américains, il faut vraiment faire attention parce que ces gars-là, ils ont le gros bout du bâton à chaque négociation de contrat. Encore cette année, qui avait le gros bout du bâton? Caulfield ou le Canadien? Jordan Harris en est la preuve. Jordan Harris, c'est d'autres affaires. Voyons donc, le Canadien est prêt à signer, ça devrait être un automatisme. Mais non, le kid a profité de la situation en disant, moi, je retourne collégial. Je vois qu'il y a à peu près 12 défenseurs en avant de moi dans la hiérarchie. Puis là, moi, je suis loin. Moi, je veux jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui est mieux? Je retourne collégial, moi, être free agent à la fin de l'année. Moi, choisir mon club. Les joueurs juniors canadiens, c'est pas cet avantage-là qu'ils ont. Non, pas du tout. Ils vont tomber dans le repêchage. Elle est là, la différence. Elle est énorme. Elle est énorme. Ils peuvent choisir leurs équipes. Alors, ces gars-là, là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est vraiment eux, pas tous les espoirs collégiaux, mais les top espoirs, là, les gars qui ont vraiment une chance de jouer tout de suite, ils ont un gros avantage quand ils arrivent pour signer le contrat. Oui, exact. Puis, comme tu sais, c'est David Etegi que tu côtoies là, à la radio. Je pense que tu l'as régulièrement comme chroniqueur ou tu l'avais quand tu es là. Mais il a dit que selon lui, il va rester à Montréal, mais que justement, il est tellement loin dans la hiérarchie. Puis l'année prochaine, le Canadien va lui promettre un poste. Voici un contrat, puis tu vas faire partie de l'équipe. C'est ça qui est arrivé. Ils ont garanti une partie dans la Ligue nationale. C'est ce qu'il a fait. Il a joué son match à la fin de l'année. C'est un couteau à double tranchant. Le gars pense que c'est garanti pour l'année suivante. C'est juste humain. Ouais. Dans le cas de Caulfield, je pense vraiment dans son cas qu'il se sent prêt tout de suite. Il ne voulait rien savoir de retourner à Wisconsin. Il veut jouer dans le show immédiatement. Ben oui. Et le Canadien, il a dit, regarde, il n'est pas fou. Là. Il dit, regarde, là, tous ceux que tu as en avant de toi, il faut que tu nous montres que tu es capable d'en dépasser un là-dessus, puis on va te faire de la place. Maintenant, tu commences en Ligue américaine. C'est sûr que Marc Bergevin, il a dit, le kid le savait avant d'arriver. Avant de signer, il le savait. Mais il pense vraiment avoir une chance de jouer dès cette année. Puis, et si ça fonctionne, ça va marcher. Et il n'y a rien qu'à regarder son chum Trevor Zegras. Anaheim, il n'a pas ouvert les portes du temple tout de suite. Là. Non. Et là, il est retourné dans la Ligue américaine parce qu'il le voit à long terme au centre. Ce qui est bien correct. Je pense qu'il a des habitudes pour jouer là. Mais Caulfield, écoute, moi, je pense que c'est un no-brainer. Puis on va l'aimer longtemps. Oui, puis j'ai vraiment hâte en fin de semaine de voir ça. Là, moi aussi, j'ai comme l'impression que c'est une belle histoire qui va bien se passer. Je vois pas ça, là, un 5-6 games sans scorer. Pas ce gars-là. Il est habitué de battre des goalers, puis n'importe quel niveau avec le shot. Puis un shot aussi puissant du poignet précis, on n'a pas eu ça depuis André Kostitine à Montréal. Ouais, ça se peut. Puis tu sais, je pense, ça n'a rien à voir avec Kostitine. Caulfield n'est pas paresseux comme Kostitine. Exactement. Tu parlais du tir du poignet. mais un gars comme Caulfield, ça va être frustrant parce que des fois, quand il va perdre le compas, là, ça va arriver. 3-4 games sans marquer, là, le monde va se mettre à paniquer. Mais comme tous les marqueurs de but, ça part en séquence puis il va en mettre 6 ou 7 en 3 matchs. Là. Ça va être un game breaker. Dans un gros moment, il va aller scorer un but. Il a l'air d'avoir ça dedans de lui. Oui, ben, il l'a fait. Là. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. Il marque les gros buts de son club. Il l'a fait dans le programme américain. Le seul moment où il a moins brillé, c'est au Mondial Junior. Oui, exact. Forcé d'admettre qu'il m'a un petit peu laissé sur mon appétit. Mais en regardant ce qu'il a fait avec les Badgers, c'est une bonne ligue. Il y en a qui disent c'est moins fort que le junior majeur. Hey, arrêtez. C'est pas pareil. Ça se compare même pas. Tu parles de gars de 18 ans jusqu'à 23, 24 ans des fois à certaines occasions. C'est des gars bien plus aguerris, beaucoup plus matures physiquement. C'est ailleurs, c'est incomparable. C'est une ligue où il ne se marque pas beaucoup de buts. Contrairement à ce qu'on voit dans les rangs juniors canadiens. Exact. Il se marque des buts. Caulfield, ça aurait été épouvantable s'il avait joué dans le junior. Il aurait scoré 70 par année. Oui, c'est ce que je pense aussi. Tout à fait. On verra. Joël Bouchard maintenant? Oui, je veux t'entendre là-dessus. mais Joël, écoute, pas de cachette, là, je vous l'ai raconté, on a une relation de longue date ensemble qui est très professionnelle. Je ne le considère pas comme un ami de Joël Bouchard, mais on a une très bonne relation professionnelle, puis il y a un respect mutuel. Moi, à ceux qui en doutent,
Parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent « Ah, c'est bien Bouchard, c'est un gars de junior, c'est un gars qui travaille avec les jeunes, puis c'est son rôle, puis signons-le à vie pour coacher dans la Ligue américaine. » OK. Mais savez-vous vraiment ce que Joël veut? Non. Pense pas. Joël Bouchard... Ça m'étonnerait qu'ils veulent rester dans la Ligue américaine. Ben, je veux dire, la chance de gagner la Coupe Stanley dans la Ligue nationale, il ne l'a jamais gagné comme joueur. Pensez-vous qu'il ne veut pas la gagner comme entraîneur-chef? Absolument pas. Et ça fonctionne pour lui. Il est passé à ça de gagner la Coupe du Président dans la Ligue junior majeure du Québec. Il avait fait le tour du jardin. Il n'avait plus rien à prouver. Il a fait gagner des clubs que personne ne voyait là. Il arrive dans la Ligue américaine, il est en train de faire la même chose. Et c'est une progression constante d'année en année en année avec Joël depuis qu'il a instauré son programme la première année où il n'y avait pas de talent avec qui travailler. Mais disait, on s'en parlait, Raphaël Doucet et moi, elle dit, comment est-ce qu'ils vont faire à soir? Ça sera même pas drôle. Puis Joël, pour la première fois, l'a avoué la semaine passée, quand on lui a parlé de son plan, devant les médias, il a dit, c'est la première année, je pensais qu'on mangerait des volets. Mais on était souvent la meilleure équipe dans le match, mais c'est des gars il n'y avait pas les ressources pour marquer des buts, mais on travaillait, par exemple. Ça, c'est vrai. La première année, il a instauré son programme, puis là-dessus, il est pointilleux, puis il est très exigeant sur les détails. Puis la condition physique, ça, c'est la marque de commerce de ces clubs. Moi, je trouve que le Rocket puis l'Armada avant, troisième période, il faudrait que je sorte la statistique, là, ça prendrait des heures à faire. Là. Mais je suis convaincu que ces clubs ont toujours eu du succès en troisième période. C'est un club qui a toujours plus de gaz dans le réservoir. Le Rocket gagne la majorité de ses matchs en troisième cette année. Pourquoi? Parce que son club est plus en forme que les autres. Il les prépare, il les drill pendant le camp d'entraînement, si on s'attache, ça ne lâche pas. Mais regarde, c'est un programme, puis ça ne convient pas à tout le monde. Dès l'année passée, Phil Verone puis Riley Barber, ils ne voulaient pas embarquer dans le projet à Joël. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là, avec le recul, Verone ne jouerait pas dans le KHL. Il jouerait encore pas loin de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, s'il avait décidé d'embarquer dans le projet à Joël. Mais il ne voulait pas embarquer. Tu sais, aujourd'hui, là, des Corey Schooneman qui embarquent, là, ben, il signe un contrat dans la Ligue nationale, puis il n'est pas loin. Puis Leskinen, il n'est pas loin. Puis Yannick Veilleux, il peut continuer de croire à son rêve. Il est rendu à 28 ans, puis il n'est pas loin de la Ligue nationale. Parce qu'il embarque, puis il fait de ces joueurs-là des gars meilleurs, parce qu'il embarque dans... Il voit les capacités des joueurs, puis il les rend meilleurs dans leur force. Il n'y a pas de secret. Alors moi, pour en revenir à Joël, je pense vraiment qu'il va être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale et que le Canadien doit s'assurer de le garder à tout prix. Parce qu'on va l'échapper, comme le Canadien a échappé Guy Boucher, qui, je pense, devrait encore coacher dans la Ligue nationale aujourd'hui. Mais Joël Bouchard s'est tiré du même moule que Guy Boucher. Il va coacher dans la Ligue nationale. Ça se peut pas qu'il ne coache pas dans la Ligue nationale. À moins qu'il soit... C'est un gars qui est bien mystérieux sur ses projets personnels, Joël. Il ne dévoile jamais ça publiquement. Ouais. Mais écoute, je veux dire, question de cash aussi. Là. Ouais. Dans la Ligue nationale, il n'y a pas un coach en bas d'1,5 million aujourd'hui. Mais t'es-tu combien ça gagne un coach dans la Ligue américaine? C'est impossible de savoir. Je suis vraiment embêté. Je ne suis pas capable de vous répondre. J'ai aucune idée des conditions salariales de Joël, mais c'est pas 1,5 million annuellement. Non, certainement pas. C'est sûr. Mais il n'y a pas un coach qui se paye en bas de ça aujourd'hui. Ouais. Juste pour des questions pécuniaires, ça change une vie, là, coacher dans la Ligue nationale. Arrêtez, là. Certainement. Moi, de dire, il aime ça coacher dans la Ligue américaine. Non, vous ne le savez pas ce qu'il veut. Laissez-les donc faire. C'est ça, passer par les Bruins de Boston. Pensez-vous qu'il n'ira pas coacher les Bruins? Il va y aller direct. Mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pensaient que ce n'était pas son but, la Ligue nationale. Il y en a beaucoup. C'est surprenant. C'est sûr et certain qu'il veut aller dans la Ligue nationale. Il est encore jeune. Le gars, il a le feu, là, ça paraît. Le feu des yeux. Puis honnêtement, il donne les meilleures entrevues d'après-match. Puis moi, Joël Bouchard, on l'a connu comme joueur. Ensuite, il était à la RDS comme analyste, puis il parlait en TPA, puis tout ça. Puis je le trouvais pas, honnêtement, je le trouvais pas nécessairement dans sa chaise. Mais comme coach, wow! Puis on comprend. J'ai vu un article cette semaine qui disait ça passe beaucoup mieux quand on sait ce qui se passe parce que Joël, lui, va dire exactement c'est quoi qui se passe. Il va choisir bien ses mots parce que, comme tu disais, il est intelligent, il va avoir avec le recul, mais il va tout dire exactement ce qui se passe, mais dans ses mots à lui. Fait que ça va bien passer. C'est facile pour Joël de dire à la nomination de Dominique Ducharme, c'est moi qui lui pose la question, tu sais, Joël, c'est arrivé après un match, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Aurais-tu souhaité avoir une chance? Il me répond, quelle réponse? Jamais je vais oublier cette réponse-là de dire dis-moi, là, je vis pas dans la jalousie dans la vie. Puis moi, je me réjouis pour mon chum Dominique. Puis je me réjouis pour Alex Burrows. Puis, moi, pas jaloux dans la vie. Puis je continue mes affaires ici. Mais la réponse, je voulais tout dire dans mon livre à moi.
Mhm. Mais ma C'est question sûr pour que toi, s'il avait eu la chance de coacher le Canadien de Montréal, c'est Joël Bouchard qui serait en arrière du banc. Pensez-vous qu'il serait resté à Laval? Il Ben le dit non. souvent. Il dit, il n'y a pas personne qui veut rester. En parlant de ses joueurs, ben moi, j'ai inclus le coach là-dedans. Ben oui. Voyons, il dit souvent, pas personne qui rêve de jouer pour le Rocket de Ben Laval. non. C'est bien beau ici. Il n'y a pas personne qui rêve. Tout le monde va aller jouer pour le Canadien. C'est la même chose pour le coach. Ben oui, puis est-ce le call-up va venir un jour, là, j'en suis sûr. ouais, Si c'est pas à Montréal, ce sera ailleurs parce qu'il va faire. Il y a tellement de contacts dans le hockey, Joël Bouchard connaît tout le monde partout. êtes-vous prête à perdre Dom Ducharme pour Joël Bouchard? Tu sais, dans le sens que si la seule question façon... n'est pas ça. Il n'est pas obligé d'arriver en chef dans la Ligue nationale. Là. Ben, peut-être que... C'est deux très bons chums. Je sais que ils ont travaillé ensemble dans le temps avec le Junior de Montréal. Ils ont d'excellentes relations, sont vraiment proches. Est-ce que Dominique Duchamp veut amener Joël Bouchard comme entraîneur associé l'an prochain? On verra. Personnellement, moi, j'aurais aucun problème à voir ça arriver. Est-ce que c'est le meilleur scénario pour le Canadien d'avoir deux chefs en arrière du banc? Je suis pas sûr. Okay. Ben, mon point, c'est que Ducharme n'a pas confirmé comme entraîneur-chef l'année prochaine. Il est encore intérim. Fait que si le Canadien se voit au pied du mur, puis c'est OK, ben Joël, je quitte pour une autre organisation, j'ai une offre ailleurs. Est-ce que vous voulez me garder? Est-ce que le Canadien prend la décision de mettre Joël en chef puis de peut-être perdre Dominique? Tu sais, moi, je ne vois pas ça arriver. Là. Malheureusement, je ne pense pas que Joël a prouvé plus que Dominique au niveau coaching. Ça serait un peu. Écoute, Dominique semble donner des résultats. Les séries vont arriver. On va savoir un peu plus, mais. Je les aime tous les deux. Ils ont des personnalités très différentes. Mm-hmm. Aucun problème à ce que Dominique Duchamp soit entraîneur en chef du Canadien à l'heure actuelle. Il a mérité ses galons. Il mérite sa place. J'ai aucun problème avec ça. C'est un gars que j'ai en haute estime. Mais un jour ou l'autre, sa manière de s'exprimer, c'est quelqu'un qui est taciturne, qui n'est pas spectaculaire. C'est triste pareil, mais à un moment donné, il va être jugé pour ça avec le Canadien. Ben oui. C'est bien triste à dire, hein? Mais les médias peuvent tellement être difficiles avec les entraîneurs. Méchant, à un moment donné, ça va nuire à Dominique. C'est bien plate. Oui. Ça n'a rien à voir avec les compétences du coach. Mais il est plate en conférence de presse. Oui, certainement. L'autre à Laval, par contre, il nous donne la copie à côté. T'sais. Ben oui. Quel bonbon ce serait pour les médias qui couvrent le Canadien d'avoir Joël Bouchard. Là. C'est sûr, le monde va dire aussi, mais on sait bien, Joël, il ne pourrait pas dire toutes ces affaires-là dans la Ligue nationale puis coacher des millionnaires. Mais Joël est tellement brillant, c'est tellement une tête de hockey qu'il va s'ajuster. C'est pas un épais. Il va s'ajuster. C'est pas la même approche. C'était pas la même approche dans le hockey junior. C'est pas la même approche dans le pro. Ça l'est encore moins dans la Ligue nationale. Il va s'ajuster. Ben oui, ça demeure une game de hockey. Il va être capable de tirer les bonnes ficelles, faire gagner son club. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Tu me dis, tu as un club de la Ligue nationale, c'est qui ton coach? Le choix est très facile à faire. Good. Vas-y, Joël, sans hésiter. OK, intéressant. On a fini par parler de hockey. Finalement, une bonne demi-heure. Là, j'ai une game à l'écouter. Fait que là, vous allez me laisser. Bon. Là, faut que j'aille ben oui. Hey, merci. Merci beaucoup, Anthony. Là. On te laisse aller. Il y a une game. Je te dirai pas le score, mais tu vas être content de regarder ça. Bon, OK. Gros merci. Gros merci. Salut, les boys. Hey, merci. Tu repasseras quand tu veux, Anthony. C'était bien le fun. D'autres le fun de jaser. N'importe quel, les boys. Bye. Salut. Bonne soirée. Salut. Quelle entrevue, mon corps, pour vrai. Moi j'ai trippé. Comment je te dirais? Ben, ça, c'est un gars comme nous autres. Hein? Il est assez simple, mais je pensais que j'avais de la jasette. Puis quand tu rencontres Anthony, tu te rends compte que finalement, je parle pas tant que ça. Exact. Je pense pour vrai, les 14-15 premières minutes, c'est lui, all the way. C'est malade. J'adore ça. Ouais. Écoute, moi, il fait tellement de chapeau. Puis comme on a dit dans le show, donnez-y un micro. Je pense qu'il mérite à temps plein, ce gars-là. Oui, vraiment. À découvrir. Ouais, un petit dernier mot sur les partenaires, encore une fois, Corb, pour le show d'aujourd'hui. Oui, je vais refaire Horticulture JBD parce que c'est un ami à moi, je le connais bien, Junior Desormeaux. Horticulture JBD, il s'occupe de tout ce qui est paysagement, gazon, headset, tout le reste, tout ce qu'il peut faire pour vous, fertilisation. Page Facebook, Horticulture JBD. Oh, fuck, man! Site internet, Horticulture JBD, et son numéro de téléphone 514-402-78-16.
J'ai des difficultés dans l'intro, t'en as dans la conclusion. Tout ça va rester bien enregistré. Moi, je vois avec Construction Solimax, Joe Grenier, 514-290-2326, un contracteur sur la Rive-Nord. Pas de Facebook, pas de site Internet, donc vous pouvez communiquer avec lui directement. Comme j'ai dit tantôt, donc agent 15, code promo, agent avec un S pour un 15 % de rabais. Corb, gros merci pour. On a fait 2 heures quasiment. Là, ceux qui vont se rendre jusque-là, là, pour vrai, on a fait 1 heure avec Anthony off-cam après. C'était une machine. On le remercie encore une fois. Corb, bonne soirée. Va rejoindre ta blonde. Puis merci à tout le monde d'écouter. Yes, sir. Merci, Jay. Salut. À bientôt.